Le millionnaire embauche la femme enceinte et signe son propre destin. Elle cache dans son ventre un secret qui va faire exploser sa vie. Un bébé lie deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Quand il découvre, tout change pour toujours. Laissez votre like et abonnez-vous pour ne pas manquer la fin. La ville de Paris s'éveillait sous un ciel gris qui semblait refléter l'humeur d'Aurélien Duval-Rocher ce matin d'août. Du haut de son bureau, au 43e étage de l'immeuble corporatif du groupe Duval-Rocher, il observait le trafic intense du boulevard Haussmann sans réellement rien voir. Son esprit était loin, prisonnier de chiffres qui ne coïncidaient pas, de titres de journaux qui ne cessèrent d'apparaître, d'appels qu'il devait passer mais n'avait pas le courage de prendre. Aurélien avait 38 ans et avait bâti un empire dans le secteur immobilier. Ses entreprises dominaient le sud de Paris. Tours résidentielles de luxe, complexes commerciaux audacieux, copropriétés exclusives qui redéfinissaient le concept d'habitat premium. Tout portait sa signature. Tout représentait sa touche implacable dans les affaires. Il était connu sur le marché non seulement pour sa vision aiguisée des opportunités, mais surtout pour sa froideur en négociation. Aurélien ne faisait pas de concessions, n'acceptait pas d'affronts, ne permettait pas au sentiment d'entraver les décisions stratégiques. Mais au cours des 6 derniers mois, cette réputation blindée avait commencé à se fissurer. D'abord vinrent les dénonciations anonymes de harcèlement moral au sein de l'entreprise. Ensuite, les témoignages d'employés qui se sentaient sous pression, humiliés, mis au rebut. La presse spécialisée commença à questionner les méthodes de gestion du groupe Duval-Rocher. Les anciens investisseurs manifestèrent leur inquiétude. De nouveaux partenaires reportèrent des réunions, et le conseil d'administration, pour la première fois depuis des années, osa remettre en question les décisions de l'homme qui avait tout fondé. Aurélien plissa les yeux tandis que le soleil tentait de percer les nuages à l'extérieur. Tout cela était une exagération. Des jérémiades de gens faibles qui ne supportaient pas la pression d'un environnement compétitif. Il avait bâti cet empire à partir de rien, travaillant 16 heures par jour, sacrifiant tout, y compris les relations et les moments de repos. Pourquoi devrait-il baisser son niveau d'exigence juste parce que certaines personnes ne parvenaient pas à suivre le rythme? Cependant, la réalité était indéniable. L'entreprise saignait, et il devait stopper l'hémorragie avant qu'il ne soit trop tard. La porte du bureau s'ouvrit sans qu'il ait autorisé l'entrée. Une seule personne avait cette liberté. Marc Mercier, directeur marketing, est la seule voix qu'Aurélien écoutait encore quand il s'agissait d'images publiques. Marc entra avec une mallette sous le bras et une expression mêlant préoccupation et détermination. « Aurélien, nous devons parler. Maintenant. » Le ton de Marc n'admettait aucune négociation. Aurélien se retourna lentement, croisant les bras sur son impeccable costume à fines rayures gris foncé. Ses yeux bruns foncés analysèrent son ami d'université devenu son bras droit. Marc avait des cheveux grisonnants aux tempes, signe des années intenses passées à travailler, aux côtés d'un perfectionniste implacable. « Dis-le tout de suite. Je n'ai pas de temps pour les détours. » Marc s'approcha de la table en acajou massif et ouvrit sa mallette, étalant des coupures de journaux, des impressions d'articles en ligne et des rapports internes. Chaque document portait un fragment de la crise qui engloutissait la réputation du groupe Duval-Rocher. La situation a empiré. Nous avons perdu 3 gros contrats cette semaine. Les investisseurs se retirent. Et le plus grave, Aurélien, c'est que le groupe Fournier a menacé de rompre l'accord de partenariat si vous ne prenez pas de mesures concrètes concernant l'image de l'entreprise. Aurélien sentit sa mâchoire se serrer. Le groupe Fournier était le plus grand groupe d'investissement du pays et était derrière la moitié de ses projets les plus ambitieux. Perdre ce soutien signifierait non seulement un coût financier dévastateur, mais aussi un signal clair pour le marché qu'il était fini. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Marc soupira, comme s'il rassemblait son courage pour dire quelque chose de difficile. Ils veulent que vous démontriez un engagement social. Ils veulent voir des actions concrètes de responsabilité d'entreprise. Et je ne parle pas de donner de l'argent à des ONG ou de parrainer des événements caritatifs. Ils veulent quelque chose de visible, quelque chose qui change le récit sur qui vous êtes. Aurélien laissa échapper un rire amer. Ils veulent que je devienne un saint du jour au lendemain, que j'embrasse des causes sociales et que je fasse semblant d'être gentil? Marc secoua la tête, patient. Ils veulent que vous montriez que vous vous souciez des gens. Et nous avons une opportunité de le faire de manière authentique.
authentique. Le mot résonna dans l'esprit d'Aurélien comme une blague cruelle. Il n'y avait rien d'authentique dans ce jeu d'apparence. Mais il n'était pas idiot. Il savait qu'il fallait parfois jouer selon les règles du marché, même lorsque les règles semblaient absurdes. Continue. Marc tira une chaise et s'assit, signe que la conversation serait longue. Nous allons embaucher quelqu'un en situation vulnérable, quelqu'un qui a besoin d'une vraie chance, une mère célibataire, au chômage, enceinte. Nous allons lui offrir non seulement un emploi, mais des conditions dignes, un suivi médical, un soutien psychologique. Nous allons documenter son parcours dans l'entreprise et montrer au marché que le groupe Duval-Rocher se soucie des personnes réelles. Aurélien haussa un sourcil, évaluant la proposition avec le scepticisme qui lui était caractéristique. Ce n'est qu'un coup de marketing. Exactement. Mais c'est un coup nécessaire. Et si nous le faisons bien, cela pourrait être ce qui nous sauve. Aurélien se dirigea à nouveau vers la fenêtre, les mains dans les poches de son pantalon. Il détestait cela. Détestait devoir se soumettre à ce genre de stratégie. Mais il détestait encore plus l'idée de perdre tout ce qu'il avait construit. Après quelques minutes de silence tendu, il finit par acquiescer d'un signe de tête. « Faites ce que vous avez à faire, mais je veux que cette personne travaille réellement. Pas question de rester ici juste pour la photo. Si c'est pour faire ça, que ce soit vraiment utile. » Marc sourit, soulagé. « J'ai déjà une candidate en tête, Marine Laroche. 29 ans, architecte diplômée, au chômage depuis 7 mois, enceinte de 5 mois, sans soutien familial. Elle a envoyé son CV à plusieurs entreprises, y compris la nôtre. Son profil est parfait. » Aurélien ne répondit pas. Il continua simplement à regarder la ville en contrebas, sentant le poids d'une décision qui, sans le savoir, allait changer sa vie de manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. 3 jours plus tard, Marine Laroche entra pour la première fois dans l'immeuble du groupe Duval-Rocher. Elle tenait fermement la anse de son sac en tissu usé, tandis que ses yeux parcouraient le hall en marbre blanc, les lustres imposants, les plantes ornementales stratégiquement placées. Tout y criait luxe et succès. Elle, en revanche, portait un pantalon de tailleur noir qui ne fermait plus correctement à la taille, un simple chemisier blanc et un blazer beige qui tentait de dissimuler son ventre de 5 mois. Marine avait des cheveux châtains lisses qui tombaient sur ses épaules, des yeux vert clair qui contrastaient avec sa peau mate, et des traits délicats qui cachaient la force intérieure de celle qui avait survécu à plus d'un naufrage dans sa vie. Elle n'était pas naïve. Elle savait exactement pourquoi elle avait été choisie. Marc Mercier avait clairement indiqué lors de l'entretien qu'elle ferait partie d'une initiative de responsabilité sociale. Mais Marine ne se souciait pas des motifs. Elle avait besoin de cet emploi. Elle avait besoin de stabilité. Elle avait besoin d'assurer un avenir au bébé qui grandissait en elle. Elle fut conduite au département des ressources humaines, où elle signa une série de documents, reçut des orientations sur les normes de l'entreprise et fut informée de ses droits et devoirs. Ensuite, elle fut menée au 12e étage, où se trouvait le service de planification urbaine. Là, elle aurait un bureau, un ordinateur et des tâches spécifiques liées à l'analyse de faisabilité de nouveaux projets. Le cubicule qui lui fut attribué se trouvait dans le coin le plus éloigné de l'étage, près d'une fenêtre donnant sur un mur de béton de l'immeuble voisin. Il n'y avait pas assez de lumière naturelle. Le bureau était petit, l'ordinateur ancien. Mais Marine ne se plaignit pas. Elle organisa ses affaires, alluma la machine et attendit les premières tâches. Au cours des semaines suivantes, Marine se plongea dans le travail, avec une discipline qui surprit même les collègues les plus expérimentés. Elle révisait des rapports techniques, recoupait des données de viabilité économique, identifiait des incohérences dans les projets architecturaux et proposait des solutions créatives à des problèmes qui avaient bloqué certaines entreprises. Elle ne demandait pas d'aide, ne se plaignait pas de la surcharge, n'exigeait pas de reconnaissance. Marine avait appris très tôt que la vie ne donnait rien gratuitement. Fille d'une mère qui avait élevé seule 3 enfants, elle avait grandi dans un quartier modeste de la banlieue est de Paris, étudiant à l'école publique et travaillant depuis l'âge de 15 ans pour aider à la maison. Elle avait réussi à entrer à la faculté d'architecture avec une bourse complète, avait obtenu son diplôme avec mention, mais n'avait jamais réussi à percer dans sa carrière. Il manquait toujours quelque chose. L'expérience, les contacts,
la chance. Et quand elle avait finalement obtenu un stage prometteur dans un bureau renommé, tout s'était effondré du jour au lendemain. Le bureau avait fait faillite, elle s'était retrouvée au chômage et peu après, elle avait découvert qu'elle était enceinte. Le père du bébé n'était pas dans l'équation. Marine préférait ne pas y penser, préférait ne pas revivre la nuit qui avait tout changé. Cette nuit nébuleuse, marquée par des décisions qu'elle n'était pas sûre d'avoir prises clairement, par un accord qu'elle avait signé sous pression, par une somme d'argent qui semblait tout résoudre, mais qui en réalité ne faisait que sceller son silence. Elle repoussa ses pensées alors qu'elle terminait de réviser un rapport sur un projet dans l'ouest de Paris. Il était presque 7 heures du soir et l'étage était vide. Marine enregistra le document, éteignit l'ordinateur et prit son sac. En sortant de son cubicule, elle heurta une silhouette grande qui marchait pressée dans le couloir. « Excusez-moi, je n'ai pas vu. » La voix grave et impatiente la fit lever les yeux. Et alors elle le vit. Aurélien Duval-Rocher, le PDG de l'entreprise, l'homme qui dirigeait tout cela. Il la regarda un bref instant et Marine sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Il y avait quelque chose dans ce regard, quelque chose qui lui donnait l'impression qu'il pouvait voir à travers elle. Plus d'attention la prochaine fois. Sa voix était froide, coupante. Il continua son chemin sans attendre de réponse, disparaissant au détour du couloir. Marine resta immobile quelques instants, le cœur battant. Elle ne savait pas si c'était de la peur, de la colère ou quelque chose de plus complexe. Mais une chose était certaine, cet homme n'avait aucune idée de qui elle était, et elle avait l'intention de garder les choses exactement ainsi. Aurélien entra dans l'ascenseur et appuya sur le bouton du 43e étage avec plus de force que nécessaire. Il était irrité. La réunion avec les investisseurs avait été un désastre. Les questions étaient agressives, les exigences démesurées. Et maintenant, en retournant à son bureau, il avait heurté une employée quelconque qui ne regardait même pas où elle allait. Mais quelque chose dans cette brève rencontre le dérangeait. Quelque chose dans le regard de cette femme. Ses yeux vert clair lui semblaient familiers, mais il ne parvenait pas à identifier d'où. Peut-être était-ce juste de la fatigue, peut-être de la paranoïa. Aurélien secoua la tête, chassant la pensée, et se concentra sur les problèmes réels qu'il devait résoudre. Les semaines se transformèrent en mois. Marine continuait de travailler en silence, livrant des résultats impeccables, mais restant invisible pour la plupart de l'entreprise. Elle savait que sa présence ici faisait partie d'une stratégie d'image, mais elle refusait d'être un simple symbole. Chaque rapport qu'elle remettait était une preuve qu'elle méritait d'être là par compétence, non par pitié. Aurélien, de son côté, commença à remarquer quelque chose d'étrange. Des rapports qui, auparavant, posaient problème, arrivaient maintenant impeccables sur son bureau. Des projets bloqués avançaient soudainement avec des solutions créatives. Et quand il enquêtait sur l'origine de ces améliorations, le nom qui revenait sans cesse était Marine Laroche. Il demanda au département des ressources humaines de lui envoyer son dossier complet. En le lisant, il fut impressionné par son CV. Architecte diplômé avec distinction, expérience en planification urbaine, projet primé pendant ses études. Pourquoi une professionnelle de ce calibre travaillait-elle dans un cubicule caché faisant des tâches qu'un stagiaire aurait pu faire? Aurélien appela Marc à son bureau. Pourquoi cette Marine est-elle gâchée dans ce service? Elle a un potentiel bien plus grand. Marc sourit, satisfait. J'ai remarqué que vous l'aviez enfin remarqué. Elle est excellente, Aurélien. Mais vous avez été clair en disant que vous vouliez qu'elle travaille vraiment. Je l'ai mise là pour voir de quoi elle était capable, et elle a dépassé toutes les attentes. Aurélien tapota des doigts sur la table, pensif. Je veux mieux la connaître. Organiser une réunion. Marc hésita. Vous êtes sûr? Je pensais que vous vouliez garder vos distances avec cette initiative. Aurélien le regarda avec cette expression qui n'admettait pas de question. Organisez la réunion, Marc. 2 jours plus tard, Marine fut convoquée au bureau du PDG. Elle monta au 43e étage avec l'estomac noué. Elle ne connaissait pas la raison de cette convocation, mais elle était sûre que ce n'était rien de bon. Peut-être était-il insatisfait de son travail, peut-être que la stratégie d'image ne fonctionnait pas, peut-être était-il sur le point de la congédier. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, elle fut accueillie par la secrétaire d'Aurélien, une femme élégante d'âge moyen qui la conduisit à la salle d'attente.
Marine s'assit dans un fauteuil en cuir, les mains moites, le cœur battant. Elle passa sa main sur son ventre de 7 mois, sentant le bébé bouger. Tout allait bien. Ils allaient bien. Peu importait ce qui se passait à l'intérieur. La porte du bureau s'ouvrit et Aurélien apparut. Il portait un impeccable costume bleu marine, sa cravate parfaitement ajustée, ses chaussures brillantes. Ses yeux sombres se posèrent sur Marine avec une intensité qui lui donna l'impression d'être analysée au microscope. « Entrez !» Marine se leva avec une certaine difficulté et entra dans le bureau. L'espace était immense, avec une table imposante, des étagères remplies de livres sur l'architecture et la gestion, des tableaux modernes au mur et une vue panoramique de Paris à couper le souffle. Aurélien désigna une chaise devant le bureau. « Asseyez-vous. » Marine obéit, les mains croisées, sur les genoux. Aurélien resta debout quelques instants, l'observant. Il y avait quelque chose sur ce visage, dans ses yeux, qui continuait de le déranger. Mais il écarta la pensée et alla droit au but. « J'ai suivi votre travail. Vous êtes bonne, très bonne. Pourquoi étiez-vous au chômage ?» Marine prit une profonde inspiration avant de répondre. « Le marché est compétitif. Le talent ne suffit pas toujours. » Aurélien inclina la tête, évaluant la réponse. « Avez-vous eu des problèmes dans des emplois précédents ?» Marine hésita. Elle aurait pu mentir, inventer une histoire qui la ferait paraître moins fragile. Mais elle décida de dire la vérité. « J'ai travaillé dans un bureau qui a fait faillite. Après cela, je n'ai pas réussi à me recaser. Et quand j'ai découvert que j'étais enceinte, les portes se sont définitivement fermées. » Aurélien hocha lentement la tête, comme si cela confirmait quelque chose qu'il soupçonnait déjà. « Et le père de l'enfant ?» La question la prit par surprise. Marine sentit son visage rougir, mais garda une voix ferme. « Cela n'est pas pertinent pour ma capacité professionnelle. » Aurélien esquissa un demi-sourire, presque imperceptible. « Touché, vous avez raison, mais j'ai besoin de savoir si je peux compter sur vous à long terme. Investir dans la formation, vous donner de plus grandes responsabilités. Je ne veux pas que dans quelques mois vous disparaissiez simplement. » Marine le regarda droit dans les yeux, la même détermination qui l'avait soutenu ces derniers mois brillant dans son regard. « Je n'abandonne pas facilement, monsieur Duval-Rocher. Si on me donne une vraie chance, je prouverai que je mérite d'être ici. » Aurélien s'assit finalement, s'adossant à sa chaise en cuir. Il étudia Marine quelques secondes de plus, comme s'il prenait une décision importante. « Très bien, je vais vous transférer au département de développement de projets. Vous travaillerez directement avec moi sur certains projets stratégiques. Mais sachez que je ne tolère ni les erreurs, ni les retards, ni les excuses. Si vous échouez, vous êtes viré. » Marine ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. C'était une véritable opportunité, mais aussi une pression immense. « Compris ?» Aurélien hocha la tête, indiquant que la réunion était terminée. Marine se leva, remercia d'un signe de tête et quitta le bureau. En attendant l'ascenseur, elle se permit de respirer profondément, sentant pour la première fois depuis des mois que les choses pourraient peut-être s'améliorer. Dans le bureau, Aurélien resta assis, les doigts entrelacés sous son menton. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qu'il ne parvenait pas à identifier. Cette femme était trop bonne pour être là, et il y avait quelque chose dans son regard, dans sa posture, qui l'inquiétait profondément. Il décrocha le téléphone interne et composa le numéro du département de la sécurité. « Je veux que vous fassiez une vérification complète des antécédents de Marine Laroche. Tout, d'où elle vient, où elle a travaillé, avec qui elle a été en relation. Je veux savoir chaque détail. » La voix à l'autre bout de la ligne confirma l'ordre. Aurélien raccrocha et retourna regarder par la fenêtre. Il ne savait pas pourquoi il faisait cela. Peut-être était-ce juste de la paranoïa, ou peut-être était-ce l'instinct. Le même instinct qui l'avait fait devenir l'un des entrepreneurs les plus prospères du pays. Et cet instinct ne l'avait jamais trompé auparavant. Pendant ce temps, Marine retourna à son cubicule et commença à ranger ses affaires. Demain, elle commencerait dans un nouveau domaine avec de nouveaux défis. Elle toucha à nouveau son ventre, sentant le bébé bouger. « Nous allons y arriver, mon amour. Je promets que nous allons y arriver. » Mais au fond de son esprit, une ombre persistait, l'ombre de cette nuit qu'elle essayait d'oublier, l'ombre d'un accord qu'elle avait signé dans le désespoir, et l'ombre d'un secret qui, s'il était révélé, pourrait détruire tout ce qu'elle essayait de construire. La nuit tombait sur Paris,
et les lumières de la ville commençaient à s'allumer une par une. Du haut de son bureau, Aurélien observait le spectacle urbain, tandis que son esprit travaillait sans relâche. Il ne croyait pas aux coïncidences, et quelque chose dans toute cette situation sentait le danger. Mais ce qu'il ne savait pas, ce qu'aucun des deux ne savait à ce moment-là, c'est que le destin était déjà en marche, et que bientôt, le passé que tous deux tentaient d'enterrer allait ressurgir de manière dévastatrice, changeant leur vie pour toujours. Le soleil de septembre commençait à réchauffer la ville lorsque Marine arriva au nouveau département. Le service de développement de projet se trouvait au 39e étage, 3 étages en dessous du bureau d'Aurélien, mais des mondes au-dessus du cubicule où elle avait passé les derniers mois. L'ambiance était complètement différente. Des salles spacieuses, avec verres trempés, des bureaux spacieux, des équipements de pointe et une équipe réduite de professionnels qui avaient clairement été choisis sur le volet. Marine fut accueillie par Caroline Martin, la directrice du département. Une femme d'environ 45 ans, aux cheveux blonds courts, des lunettes à monture moderne et un regard qui évaluait tout avec une précision chirurgicale. Caroline salua Marine d'une poignée de main ferme et la conduisit à son nouveau poste de travail. « Vous allez rester ici. Nous avons 3 projets en cours en ce moment. Monsieur Duval-Rocher a demandé que vous commenciez par réviser le projet du complexe résidentiel du 16e arrondissement de Paris. Il y a quelques problèmes de faisabilité qui doivent être résolus d'urgence. Les fichiers sont tous sur le serveur. Pour toute question, vous pouvez me solliciter. » Marine remercia et s'installa à son nouveau bureau. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans l'entreprise, elle avait une chaise ergonomique adaptée à sa condition. Pour la première fois, elle avait suffisamment d'espace pour travailler sans se sentir étouffée. Mais avec ces améliorations vint une pression qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Les jours suivants, Marine se plongea dans le projet du 16e arrondissement de Paris. C'était une entreprise ambitieuse. 3 tours résidentielles de haut standing, avec une zone de loisirs intégrée, des espaces commerciaux au rez-de-chaussée et un concept de durabilité qui promettait de faire référence sur le marché. Mais les chiffres ne coïncidaient pas. Les coûts dépassèrent le budget, les délais étaient irréalistes, et il y avait de sérieux problèmes avec les permis environnementaux. Marine travailla sans relâche. Elle refit les calculs, proposa des modifications au projet architectural qui réduiraient les coûts sans compromettre la qualité, identifia des fournisseurs alternatifs et élabora un calendrier plus réaliste. En une semaine, elle présenta à Caroline un rapport complet avec des solutions viables pour chacun des problèmes. Caroline lut le document avec une attention croissante. Quand elle eut terminé, elle leva les yeux vers Marine avec une expression mêlant surprise et respect. « C'est excellent. Je vais le transmettre directement à Monsieur Duval-Rocher. » 2 jours plus tard, Marine fut convoquée à une réunion au bureau d'Aurélien. Cette fois, elle monta au 43e étage avec plus de confiance. Elle savait que son travail était solide. Elle savait qu'elle méritait d'être là. Aurélien l'accueillit d'un signe de tête et désigna la table de réunion dans le coin du bureau. D'autres personnes étaient déjà là. Caroline, Marc et 2 hommes que Marine ne connaissait pas. L'un d'eux était Gustave Fournier, représentant du groupe Fournier, le plus grand investisseur de l'entreprise. L'autre était Antoine Lefebvre, un architecte renommé qui signait les projets les plus importants du groupe Duval-Rocher. Marine s'assit, sentant le poids des regards sur elle. Aurélien resta debout, tenant le rapport qu'elle avait préparé. « Marine, votre travail sur le projet du 16e arrondissement de Paris a été impressionnant. Vous avez identifié des problèmes qui nous avaient échappé et avez présenté des solutions créatives. Monsieur Fournier, ici présent, a été particulièrement intéressé par votre approche en matière de durabilité. Gustave Fournier, un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux blancs et à l'allure élégante, sourit à Marine. Il est rare de voir quelqu'un d'aussi jeune avec une vision aussi mature de l'urbanisme. Félicitations pour votre travail. » Marine remercia, ressentant un mélange de fierté et de prudence. Elle savait que les éloges dans le monde de l'entreprise s'accompagnaient souvent d'exigences encore plus grandes. Aurélien continua. « C'est pourquoi nous avons décidé que vous dirigerez la prochaine phase du projet. Vous travaillerez directement avec Antoine sur la révision des aspects architecturaux et avec moi sur les questions financières et stratégiques. » Marine sentit son cœur s'accélérer. C'était une énorme opportunité,
mais aussi une responsabilité qui l'effrayait. Elle était enceinte de presque 8 mois. Comment pourrait-elle tout gérer? Monsieur Duval-Rocher, je vous remercie de votre confiance, mais je dois être sincère. Je suis en fin de grossesse. Dans quelques semaines, je devrais m'absenter pour l'accouchement. Aurélien la regarda avec cette intensité qui lui était devenue familière. Je sais, et nous vous fournirons tout ce dont vous aurez besoin, mais d'ici là, vous donnerez le meilleur de vous-même. Ensuite, à votre retour, nous reprendrons là où nous nous sommes arrêtés. La réunion se poursuivit pendant 1 heure de plus. Détails techniques, délais, budget, stratégie marketing. Marine participa activement, donnant des opinions, faisant des suggestions, défendant des points de vue. Quand elle fut enfin terminée, elle était épuisée, mais aussi énergisée. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle faisait quelque chose qui comptait vraiment. En sortant du bureau, Caroline la tira à part. « Vous vous êtes très bien débrouillée, mais soyez prudente. Monsieur Duval-Rocher est trop exigeant. Il n'accepte pas les échecs. Et il a une façon de faire en sorte que les gens se sentent petits quand ils ne répondent pas à ses attentes. » Marine remercia pour l'avertissement, mais au fond d'elle, elle le savait déjà. Elle avait déjà ressenti la froideur d'Aurélien, la façon dont il regardait les gens comme s'ils étaient des pièces sur un échiquier. Mais Marine n'était pas là pour se faire des amis. Elle était là pour survivre. Et si cela signifiait devoir gérer un patron difficile, alors qu'il en soit ainsi. Les semaines suivantes furent intenses. Marine eut des réunions presque quotidiennes avec Aurélien. Il révisait chaque aspect du projet, discutait d'alternatives, ajustait les chiffres. Et plus ils passèrent de temps ensemble, plus Aurélien se retrouvait intrigué par cette femme. Elle ne se laissait pas intimider par lui, ne baissait pas la tête quand il élevait la voix, n'acceptait pas ses décisions sans poser de questions quand elle pensait qu'il y avait une meilleure solution. Et le plus surprenant, elle avait raison la plupart du temps. Marine avait un sens aigu du détail, une capacité d'anticipation des problèmes et une créativité qui impressionnait même Antoine, l'architecte chevronné. Mais Aurélien remarquait aussi d'autres choses, la façon dont Marine touchait distraitement son ventre pendant les réunions, la fatigue qu'elle essayait de cacher, la pâleur qui parfois envahissait son visage et quelque chose de plus profond, une tristesse qui habitait ses yeux verts même quand elle souriait. Un après-midi, après une réunion particulièrement épuisante, Aurélien l'appela alors qu'elle était sur le point de partir. « Marine, attendez un instant. » Elle se retourna, légèrement surprise. « Oui, monsieur Duval-Rocher ?» Aurélien hésita. Il n'était pas courant qu'il se soucie des questions personnelles des employés. Mais il y avait quelque chose dans cette situation qui le dérangeait. « Vous allez bien? Vous ne vous surmenez pas ?» Marine força un sourire. « Je vais bien. C'est juste la fatigue normale de la grossesse. » Aurélien ne sembla pas convaincu, mais acquiesça. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, parlez-en à Caroline. Nous pouvons ajuster votre charge de travail. » Marine remercia et partit. Mais en attendant l'ascenseur, elle sentit une étrange piqûre dans sa poitrine. Il y avait quelque chose dans la voix d'Aurélien à ce moment-là, quelque chose qui semblait sincère, et cela l'effrayait plus que toute sa froideur réunie. Cette nuit-là, seule dans son petit appartement de la banlieue et de Paris, Marine s'assit sur le canapé usé et se permit de réfléchir à ce qui se passait. Elle gagnait plus qu'elle n'avait jamais gagné. Elle travaillait sur des projets importants. Elle était reconnue pour sa compétence, mais en même temps, elle sentait qu'elle marchait sur de la glace mince, comme si à tout moment tout pouvait s'effondrer. Elle prit son téléphone portable et ouvrit le tiroir de la petite table basse où elle gardait des documents importants. Au fond, sous des factures et divers papiers, se trouvait l'enveloppe scellée, celle qu'elle n'avait pas ouverte depuis des mois, celle qui contenait le contrat de silence qu'elle avait signé une nuit, qui semblait appartenir à une autre vie. Marine referma rapidement le tiroir, comme si le simple fait de regarder cela pouvait ramener le passé. Elle ne pouvait pas y penser maintenant. Elle ne pouvait pas laisser cela détruire ce qu'elle était en train de construire. Mais au fond d'elle, elle savait. Les secrets ne restent pas enterrés pour toujours, et plus le secret est grand, plus la destruction est grande quand il éclate au grand jour. Pendant ce temps, dans son appartement en triplex du sud de Paris, Aurélien était assis dans son salon, un verre de whisky à la main, les yeux fixés sur les lumières de la ville. À côté de lui, sur la table basse, se trouvait une enveloppe brune. À l'intérieur, le rapport que le département de la sécurité
avait préparée sur Marine Laroche. Il ne l'avait pas encore ouverte. Il ne savait pas pourquoi. Peut-être était-ce de la culpabilité. Peut-être était-ce de la peur. Ou peut-être était-ce cette étrange sensation que, une fois cette enveloppe ouverte, il n'y aurait plus de retour en arrière. Aurélien prit une autre gorgée de whisky et finit par prendre l'enveloppe. Avec des mouvements délibérés, il rompit le seau et en sortit les feuilles. Il commença à lire. Marine Laroche, née à Paris, banlieue Est, mère aide-soignante, père absent. Études à l'école publique, diplômée en architecture avec bourse complète. A travaillé dans 3 bureaux différents avant de se retrouver au chômage. Aucun antécédent de relations sérieuses. Aucun casier judiciaire. Aucune dette significative, à part un prêt étudiant déjà remboursé. Aurélien fronça les sourcils. Tout cela était trop propre, trop beau pour être vrai. Il continua à lire, cherchant quelque chose, n'importe quoi, qui expliquerait cette sensation de familiarité qui le hantait. Et puis, il vit une petite note à la fin du rapport. Une transaction bancaire inhabituelle. 7 mois auparavant, Marine avait reçu un dépôt de 50 000 € d'un compte d'entreprise. La note indiquait que l'origine du virement était sous enquête, car elle impliquait une société de conseil qui fonctionnait comme intermédiaire pour des transactions discrètes. Le cœur d'Aurélien commença à battre plus vite. 50 000 €, 7 mois auparavant. Et Marine était enceinte de 8 mois. Il se leva brusquement, le verre de whisky faillit tomber de la table. Non, ce n'était pas possible. C'était impossible. Mais la date correspondait. Et cette somme. Il avait déjà payé exactement cette somme auparavant. Pour résoudre un problème. Pour acheter le silence. Pour faire disparaître quelqu'un de sa vie. Aurélien se dirigea vers la fenêtre, les mains tremblantes légèrement. Il se força à respirer profondément, à penser rationnellement. Cela pouvait être une simple coïncidence. Cela pouvait être n'importe quoi. Mais cette sensation de familiarité qui le hantait depuis sa première rencontre avec Marine prenait maintenant un sens terrifiant. Il reprit son téléphone portable et ouvrit son répertoire. Il chercha un contact qu'il n'avait pas utilisé depuis des mois. Daniel Dupont, l'avocat privé qui s'occupait de ses affaires les plus délicates. Il composa le numéro. « Daniel, j'ai besoin que vous localisiez un contrat pour moi. Un accord de confidentialité que nous avons signé il y a environ 8 mois. Il concerne une femme qui a accepté une compensation financière en échange de son silence sur une rencontre privée. J'ai besoin de son nom. Tout de suite. » À l'autre bout du fil, l'avocat hésita. « Aurélien, vous savez que ces documents sont confidentiels et vous avez vous-même demandé qu'ils soient archivés de manière à ce que même vous n'y ayez pas un accès facile. » Aurélien serra la mâchoire. « Je sais ce que j'ai demandé, mais maintenant je demande le contraire. Trouvez ce document et rappelez-moi immédiatement. » Il raccrocha sans attendre de réponse. Il retourna s'asseoir sur le canapé, la tête entre les mains, si c'était vrai, si Marine était cette femme, si le bébé qu'elle portait était le sien. Alors tout ce qu'il avait construit ces derniers mois, toute cette mascarade de responsabilité sociale, toute cette stratégie marketing, deviendrait la plus grande ironie de sa vie. Le téléphone sonna. Aurélien répondit immédiatement. « J'ai trouvé le document. Le nom de la femme est Marine Laroche. La transaction a été effectuée via l'intermédiaire que vous utilisez habituellement pour ces cas. 50 000 € déposés sur son compte en février de cette année. » Aurélien sentit le monde tourner autour de lui. Il raccrocha sans dire un mot. Il resta assis là dans l'obscurité, essayant de traiter l'information. Marine. L'employé qu'il avait embauché pour sauver son image. La femme qui travaillait sous ses ordres. L'architecte talentueuse qu'il avait commencé à respecter. C'était la même personne avec qui il avait passé cette nuit confuse il y a des mois. La même personne qui avait signé un contrat de silence. Et le bébé. Le bébé était le sien. La première réaction fut la colère d'avoir été trompé, la colère contre Marine de n'avoir rien dit, la colère contre Marc d'avoir choisi précisément elle. Mais ensuite vint quelque chose de pire, vint la peur que cela fuite, la peur que sa réputation déjà ébranlée soit complètement détruite. Et pire, la peur d'avoir une responsabilité qu'il n'avait jamais prévu d'avoir, un enfant. Aurélien passa la nuit blanche, l'esprit travaillant frénétiquement. Il devait confirmer, il devait être absolument sûr, et puis il devait décider quoi faire. Le lendemain matin, il arriva au bureau plus tôt que d'habitude.
Il appela Caroline et demanda que Marine soit convoquée pour une inspection de chantier. Il y avait un nouveau projet dans l'ouest de Paris, une zone industrielle qui serait transformée en un complexe mixte de résidences et de commerce. Le terrain était grand, le soleil était fort et les conditions étaient difficiles. Caroline hésita. « Monsieur Duval-Rocher, Marine est enceinte de 8 mois. Je ne pense pas qu'il soit prudent de l'emmener sur un chantier sous un soleil ardent. » Aurélien coupa l'argument avec froideur. « Si elle veut travailler sur des projets de cette envergure, elle doit connaître les réalités du terrain. Prévoyez une voiture climatisée et assurez-vous qu'elle ait de l'eau et de la protection. Mais elle ira. » Caroline n'osa plus poser de questions. Elle appela Marine et l'informa de l'inspection. Marine accepta sans se plaindre. Elle n'avait pas le choix. Quelques heures plus tard, Marine était sur le terrain de l'ouest de Paris, portant un casque de sécurité, tenant une planchette et essayant de ne pas montrer à quel point la chaleur l'affectait. Aurélien marchait devant, expliquant sa vision du projet, indiquant où seraient les bâtiments, où seraient les espaces verts, où passerait l'infrastructure. Marine notait tout, posait des questions pertinentes, suggérait des ajustements. Mais à chaque minute qui passait, elle sentait la chaleur l'oppresser davantage. Le soleil était implacable. Même avec la casquette et la bouteille d'eau que Caroline avait insisté pour qu'elle prenne, Marine commença à ressentir des vertiges. Elle essaya de dissimuler. Elle continua à suivre Aurélien, continua à prendre des notes. Mais alors, pendant qu'il expliquait quelque chose sur le drainage du terrain, Marine sentit ses jambes fléchir. Sa vision s'obscurcit sur les bords. Elle entendit vaguement Aurélien l'appeler par son nom. Et puis, tout devint noir. Quand elle ouvrit les yeux, Marine était allongée sur une civière à l'intérieur d'une ambulance en mouvement. À ses côtés, un ambulancier vérifiait ses signes vitaux. Et de l'autre côté, Aurélien. Il était pâle, les yeux fixés sur elle avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Sa voix était faible. L'ambulancier répondit calmement. « Vous avez fait un malaise, déshydratation et épuisement. Nous vous emmenons à l'hôpital pour des examens. Le bébé semble aller bien, mais nous allons confirmer. » Marine ferma les yeux, sentant les larmes menacer de s'échapper. Comme elle avait été stupide. Comment avait-elle laissé l'orgueil l'emporter sur le bon sens? Elle n'aurait pas dû aller sur ce chantier. Elle n'aurait pas dû s'exposer de cette manière. Et maintenant, si quelque chose arrivait au bébé, la faute serait entièrement la sienne. Aurélien resta silencieux pendant tout le trajet jusqu'à l'hôpital, mais son esprit était en pleine tempête. Il avait vu Marine s'effondrer devant lui. Il avait vu la peur dans ses yeux quand elle avait repris conscience. Et il avait ressenti quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, une peur sincère de perdre quelqu'un. À l'hôpital, Marine fut rapidement prise en charge. Des examens furent effectués, les battements cardiaques du bébé vérifiés, elle fut hydratée. Le médecin arriva avec les résultats 1 heure plus tard. Un homme d'âge moyen, en blouse blanche, et l'expression sérieuse. « Madame et le bébé vont bien, mais vous devez être plus prudente. À ce stade avancé de la grossesse, des efforts comme ceux que vous avez faits aujourd'hui peuvent être dangereux. Où est le père de l'enfant? Il est important qu'il soit conscient des soins nécessaires. » Marine allait répondre que le père n'était pas présent, mais avant qu'elle ne puisse parler, Aurélien prit les devants. « Je suis le père. » Le médecin le regarda, puis Marine, comme s'il attendait une confirmation. Marine resta paralysée, ne sachant que dire. Aurélien continua. « Docteur, que dois-je faire pour m'assurer qu'elle et le bébé vont bien ?» Le médecin commença à expliquer le repos, l'hydratation, éviter le stress. Aurélien écoutait attentivement, posant des questions, absorbant chaque information. Marine observait tout cela sans comprendre ce qui se passait. Pourquoi faisait-il cela? Pourquoi faisait-il semblant d'être le père? Quand le médecin sortit et qu'ils se retrouvèrent seuls dans la chambre, Marine trouva enfin sa voix. « Pourquoi avez-vous dit ça ?» Aurélien la regarda avec une expression qu'elle ne put déchiffrer. Il y avait de la colère là, mais aussi autre chose, quelque chose qui ressemblait à de la douleur. « Parce que je sais, Marine, je sais qui vous êtes. Je sais pour le contrat, je sais pour l'argent, et je sais que ce bébé est le mien. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Marine sentit le sol disparaître sous ses pieds. Il savait. Après tous ces mois,
Après tout le soin qu'elle avait pris pour garder ses distances, pour ne donner aucun indice, il avait découvert. Marine tenta de parler, mais les mots ne sortaient pas. Aurélien continua, la voix basse mais chargée d'une émotion contenue. « Comment avez-vous pu ne pas me le dire? Comment avez-vous pu accepter de travailler pour moi, sachant ce que vous saviez, et ne rien dire ?» Marine trouva la force de répondre, même si sa voix tremblait. « Et qu'attendiez-vous que je fasse? Vous m'avez fait signer un contrat stipulant que je ne pourrais jamais vous approcher, que je devais oublier que cette nuit avait eu lieu. Vous m'avez payé pour disparaître de votre vie. Et c'est exactement ce que j'ai fait. » Aurélien sentit le poids de ses propres actions s'abattre sur lui comme une tonne de béton. Elle avait raison. Il avait fait tout cela. Il l'avait transformé en une transaction commerciale de plus. Et maintenant, il faisait face aux conséquences. « Je ne savais pas que vous étiez enceinte. » Marine laissa échapper un rire amer. « Et si vous l'aviez su, cela aurait-il fait une différence? Ou cela aurait-il simplement augmenté le prix du silence ?» Aurélien n'avait pas de réponse à cela. Parce qu'au fond, il connaissait la vérité. À l'époque, il aurait fait exactement cela. Il aurait payé plus. Il se serait assuré que le problème disparaisse complètement. Mais maintenant, en regardant Marine sur ce lit d'hôpital, sachant qu'en elle grandissait son enfant, Aurélien réalisa qu'il n'était plus le même homme. Quelque chose avait changé. Et il ne savait pas s'il était prêt à gérer ce changement. « Marine, je ne sais pas quoi faire. Mais je ne peux pas simplement ignorer cela. Ce bébé est mon fils. Et vous, que vous le vouliez ou non, portez mon enfant. » Marine tourna le visage, les larmes s'échappant. « Enfin, je n'ai jamais voulu que vous le sachiez. Je n'ai jamais rien voulu de vous au-delà de ce que j'ai déjà reçu. Je voulais juste élever mon fils en paix. » Aurélien s'assit sur la chaise à côté du lit, se sentant pour la première fois complètement perdu. « Mais maintenant je sais. Et cela change tout. » Et en effet, cela changeait tout, pour les deux. Le secret que Marine avait gardé avec tant de soin avait été révélé. Et maintenant, tous deux devraient affronter les conséquences d'une nuit qu'ils avaient tenté d'oublier, mais qui ne les avait jamais vraiment quittés. Marine sortit de l'hôpital le lendemain. Les examens confirmèrent que le bébé et elle allèrent bien, mais le médecin insista sur la nécessité de repos, pas d'effort physique, pas de stress excessif, pas de longues journées de travail. Elle devait prendre soin d'elle-même si elle voulait mener sa grossesse à terme sans complications. Aurélien insista pour la ramener personnellement à la maison. Marine tenta de refuser, arguant qu'elle pouvait appeler un VTC, mais il n'accepta pas. Il était décidé, et quand Aurélien Duval-Rocher prenait une décision, il était rare que quelqu'un puisse le faire changer d'avis. Le trajet fut silencieux. Marine regardait par la fenêtre de la voiture de luxe, observant la ville défiler, tandis qu'Aurélien conduisait les yeux fixés sur la route. Il y avait une tension palpable entre eux, un poids de choses non dites, de vérités révélées trop tard d'un avenir complètement incertain. Quand ils arrivèrent enfin dans le quartier de Marine, dans la banlieue est de Paris, Aurélien se gara devant le modeste immeuble de 5 étages. La peinture était écaillée, il y avait des fissures sur la façade, et le portail en fer grinçait en s'ouvrant. C'était un contraste saisissant avec le monde, de verre et d'acier dans lequel Aurélien évoluait. Marine prit son sac, prête à descendre, mais Aurélien lui retint légèrement le bras. « Attendez, nous devons parler de ce qui va se passer maintenant. » Marine le regarda, trop fatiguée pour des jeux de pouvoir. « Il n'y a rien à discuter, Aurélien. Vous avez découvert mon secret, félicitations. Mais cela ne change rien. Je vais continuer à m'occuper de mon fils, de notre fils, de la même manière que je l'avais prévu, seul. » Aurélien serra fort le volant. « Vous croyez vraiment que je vais simplement accepter cela? Que je vais faire semblant de ne pas savoir que j'ai un enfant en route ?» Marine soupira. « Et que voulez-vous faire? Assumer la paternité publiquement? Expliquer à vos investisseurs et associés que vous avez mis enceinte une employée que vous avez embauchée dans le cadre d'une stratégie marketing? Imaginez le titre. Cela détruira tout ce que vous avez essayé de construire ces derniers mois. » Aurélien savait qu'elle avait raison. La situation était une bombe à retardement sur le point d'exploser. Mais en même temps, il ne pouvait pas simplement l'ignorer. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il était confronté à une situation qu'il ne pouvait résoudre ni par l'argent ni par le pouvoir. « Alors que suggérez-vous » Marine ouvrit la portière de la voiture.
Je suggère que vous laissiez les choses en l'état. Vous continuez avec votre entreprise. Je continue avec ma vie. Le bébé naît, je m'en occupe, et vous pouvez faire semblant de n'avoir jamais rien découvert. C'est la solution la plus simple pour tout le monde. » Elle sortit de la voiture avant qu'Aurélien ne puisse répondre. Il resta assis là, l'observant entrer dans l'immeuble, son ventre lourd rendant chaque pas plus difficile. Et pour la première fois, Aurélien se demanda quel genre d'homme il était devenu, le genre qui pourrait simplement tourner le dos à son propre fils. Mais quand Marine disparut derrière la porte usée de l'immeuble, Aurélien sut qu'il ne pourrait pas faire cela. Il ne pourrait pas simplement oublier, car malgré toute sa froideur, malgré tous ses défauts, il était incapable d'abandonner quelqu'un qui portait son sang. Les jours suivants, Aurélien prit une série de décisions qui surprirent tout son entourage. Premièrement, il convoqua une réunion d'urgence avec son département juridique. Il voulait revoir le contrat de travail de Marine, s'assurer qu'elle ait un congé maternité prolongé, une assurance maladie premium et tous les avantages possibles. Deuxièmement, il ordonna que l'appartement de Marine soit évalué par une équipe de sécurité. Il voulait savoir si les conditions étaient adéquates pour un nouveau-né. Marc, qui suivait tout cela avec une inquiétude croissante, finit par confronter son ami. « Aurélien, que se passe-t-il? Pourquoi cet intérêt soudain pour Marine? Vous vous rendez compte de l'impression que cela peut donner, n'est-ce pas ?» Aurélien était dans son bureau, révisant des rapports financiers, mais son esprit était clairement ailleurs. Elle a fait un malaise lors d'une inspection de chantier. Elle a failli mettre le bébé en danger. Il est de ma responsabilité de garantir la sécurité des employés. Marc n'était pas dupe. Il connaissait Aurélien depuis assez longtemps pour savoir quand il cachait quelque chose. Depuis quand vous souciez-vous du bien-être individuel des employés? Vous avez plus de 200 personnes qui travaillent dans cette entreprise et vous n'avez jamais montré ce genre de préoccupation personnelle pour aucune d'entre elles. Aurélien leva enfin les yeux et Marc y vit quelque chose qui le fit reculer. Il y avait de la douleur dans ce regard et de la peur. « Marc, j'ai besoin que vous me fassiez confiance, juste pour l'instant. Je vous expliquerai tout le moment venu. Mais pour l'instant, j'ai besoin que vous me fassiez simplement confiance. » Marc étudia son ami un long moment avant d'acquiescer lentement. Il savait que quelque chose de bien plus grand se passait, quelque chose qu'Aurélien n'était pas prêt à partager. Et pour l'instant, tout ce qu'il pouvait faire était d'être là quand le château de cartes s'effondrerait finalement. Marine, de son côté, tentait de digérer tout ce qui s'était passé. Elle suivait les ordres médicaux de repos, travaillant de chez elle sur des tâches légères que Caroline lui envoyait. Mais son esprit ne parvenait pas à se reposer. Aurélien savait. Après des mois à garder ce secret, après tout le soin qu'elle avait pris, il savait enfin. Et le plus terrifiant était qu'elle ne pouvait pas prévoir ce qu'il ferait de cette information. Un après-midi, alors qu'elle révisait des plans architecturaux sur son ordinateur portable, la sonnette retentit. Marine fronça les sourcils. Elle n'attendait personne. Elle se leva avec difficulté et alla à la porte, regardant par le judas. De l'autre côté se tenait un homme en costume, tenant une mallette de direction. Elle ouvrit la porte avec prudence. « Puis-je vous aider ?» L'homme sourit professionnellement. « Marine Laroche, je suis Henri Bernard, avocat du groupe Duval-Rocher. Monsieur Duval-Rocher m'a demandé de venir vous parler de quelques sujets importants. » Marine sentit son cœur s'accélérer, mais garda une expression neutre. « Entrez. » Henri entra dans le petit appartement, ses yeux parcourant l'environnement modeste mais propre. Il attendit que Marine s'assoie sur le canapé avant de s'installer sur la chaise en face. « Je serai direct, Madame Laroche. Monsieur, Duval-Rocher est préoccupé par vos conditions de logement. Cet appartement n'offre pas les conditions idéales pour accueillir un nouveau-né. Il y a des problèmes d'infiltration, le câblage électrique est ancien et il n'y a pas d'ascenseur, ce qui pourrait être un problème pour vous dans les prochains mois. » Marine sentit la colère commencer à monter. Et alors, des millions de Français vivent dans des conditions bien pires et parviennent à élever leurs enfants. Henri acquiesça, conciliant. « Bien sûr, mais Monsieur Duval-Rocher veut vous offrir une alternative. Il a un penthouse disponible dans le sud de Paris. 3 chambres, entièrement meublées, avec sécurité 24 heures sur 24 et toutes les commodités nécessaires. Il aimerait vous l'offrir sans frais dans le cadre des avantages de l'entreprise. » Marine resta silencieuse, traitant la proposition. Un penthouse dans le sud de Paris. Elle savait ce que cela signifiait.
Cela signifiait luxe, confort, sécurité, tout ce qu'elle n'avait jamais eu et qu'elle avait toujours voulu pouvoir offrir à son fils. Mais cela signifiait aussi autre chose. Cela signifiait une dette, cela signifiait un contrôle, cela signifiait qu'Aurélien aurait du pouvoir sur elle. Dites à M. Duval-Rocher que j'apprécie l'offre, mais je vais rester ici, c'est ma maison. Et je n'ai pas besoin de sa charité. Henri soupira comme s'il s'attendait à cette réponse. Madame Laroche, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas de la charité. C'est de la responsabilité d'entreprise. Et si je peux me permettre, c'est aussi une question de bon sens. Vous êtes au dernier mois de votre grossesse. Vous avez besoin de conditions adéquates. Marine se leva, signalant que la conversation était terminée. Je comprends votre position, mais ma réponse est non. S'il vous plaît, remerciez M. Duval-Rocher pour moi, mais dites-lui que je vais bien ici. Henri n'insista pas davantage. Il laissa une carte de visite sur la petite table basse et prit congé. Quand elle fut seule, Marine s'assit à nouveau sur le canapé et laissa les larmes couler. Elle savait qu'elle était orgueilleuse. Elle savait que ce Pentouse ferait une énorme différence pour elle et pour le bébé. Mais accepter signifiait renoncer à son indépendance. Et l'indépendance était la seule chose qui lui restait. Quand Henri retourna au bureau et rapporta le refus de Marine, Aurélien ne fut pas surpris. Irrité, oui. Frustré, certainement. Mais pas surpris. Il commençait à comprendre que Marine n'était pas comme les autres personnes avec qui il avait l'habitude de traiter. Elle ne se pliait pas au pouvoir, ne se vendait pas pour le confort, et d'une manière étrange et troublante, Aurélien respectait cela. Mais le respect ne changeait rien au fait qu'il devait agir. Marine vivait dans des conditions précaires, enceinte de 8 mois, seule, et l'enfant qu'elle portait était le sien. Aurélien ne pouvait pas simplement l'ignorer. Il convoqua Marc de nouveau. « J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. » Discrètement. Marc haussa un sourcil. « Quoi encore ? Je veux que vous engagiez une équipe de rénovation. Ils iront à l'appartement de Marine quand elle ne sera pas là et feront les réparations nécessaires. Infiltration, câblage électrique, peinture, tout. Et je veux qu'ils installent une climatisation, changent les meubles de la chambre du bébé et fournissent tout le nécessaire pour un nouveau-né. » Marc regarda Aurélien comme s'il était devenu fou. « Vous ne pouvez pas simplement envahir son appartement et faire des rénovations sans autorisation. » Aurélien le regarda avec cette froideur qui dispensait d'arguments. « Je peux et je vais le faire. Elle n'accepte pas l'aide offerte. Alors je vais aider sans demander la permission. Faites cela, Marc. » Marc savait qu'il était inutile de discuter quand Aurélien était dans cet état. Il soupira simplement et acquiesça. Mais en sortant du bureau, il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui diable arrivait à son ami et pourquoi il était si obsédé par Marine. La réponse viendrait d'une manière que personne n'attendait. 3 jours plus tard, Marine sortit pour un rendez-vous médical de routine. Quand elle revint, quelques heures plus tard, elle trouva son appartement transformé. Les infiltrations avaient été réparées, les murs peints d'un ton doux, de vert clair, le câblage électrique complètement rénové. Dans la chambre la plus petite qu'elle prévoyait de transformer en chambre de bébé, il y avait un nouveau berceau, une commode, une table à langer, des vêtements organisés, des couches, tout. Et dans le salon, une nouvelle climatisation était installée. Marine resta immobile devant la porte, incapable de comprendre ce qu'elle voyait. Elle laissa tomber son sac par terre et marcha lentement dans l'appartement, touchant chaque objet, chaque meuble, sentant les larmes brûler ses yeux. C'était parfait. C'était tout ce dont elle avait rêvé. Mais c'était aussi une invasion, une démonstration. Claire qu'Aurélien ne respectait pas ses limites. Elle prit son téléphone portable, les mains tremblantes, et composa son numéro. Aurélien répondit aux 2e sonnerie. « Comment osez-vous ? Comment osez-vous envahir ma maison et faire cela sans ma permission ?» Sa voix tremblait de colère et d'émotion. Aurélien, à l'autre bout du fil, resta calme. « Vous n'avez pas accepté mon aide quand je l'ai offerte. Alors j'ai pris l'initiative d'aider à ma manière. » Marine sentait qu'elle allait exploser. « Ce n'est pas de l'aide, Aurélien, c'est du contrôle. Vous ne pouvez pas simplement décider ce qui est bon pour moi sans me consulter. » Aurélien soupira. « Marine, vous êtes enceinte de 8 mois. Vous vivez seule dans un appartement qui tombait en ruine. J'ai simplement veillé à ce que vous et le bébé ayez des conditions de sécurité minimales.
Et vous pensez que cela vous donne le droit d'envahir ma vie privée? De prendre des décisions pour moi? Il y eut un silence tendu à l'autre bout du fil. Quand Aurélien parla finalement, sa voix était chargée d'une émotion que Marine n'avait jamais entendue auparavant. « Je ne sais pas comment faire, Marine, je ne sais pas comment prendre soin de quelqu'un sans essayer de tout contrôler. Mais ce bébé est mon fils, et vous, que vous le vouliez ou non, êtes sa mère. Je ne vais pas rester les bras croisés pendant que vous êtes dans le besoin. » Marine sentit les larmes couler librement sur son visage. « Je n'ai jamais demandé votre aide. Je n'ai jamais rien voulu de vous, au-delà de ce que vous m'avez déjà donné. Je sais, mais maintenant, je connais la vérité, et je ne peux pas simplement l'ignorer. » Marine raccrocha sans répondre. Elle s'assit sur le nouveau canapé, regardant l'appartement transformé, et permit finalement à toute la tension des derniers mois de s'échapper en sanglots profonds. Elle était fatiguée. Fatiguée de tout porter seule. Fatiguée de faire semblant d'aller bien. Fatiguée de lutter contre quelqu'un qui, aussi erroné qu'il fût dans ses méthodes, semblait sincèrement vouloir aider. Mais en même temps, elle avait peur. Peur de s'y habituer. Peur de dépendre d'Aurélien. Car elle savait, au fond de son cœur, que les hommes comme lui ne changeaient pas. Et quand il se lasserait de jouer au père, quand la nouveauté passerait, elle se retrouverait seule à nouveau. Sauf que cette fois, avec un enfant à élever et un cœur brisé. Les jours qui suivirent furent tendus. Marine retourna au travail, mais garda ses distances avec Aurélien. Elle ne communiquait que par email, évitait les réunions en personne et limitait les interactions au strict nécessaire. Aurélien, de son côté, respecta cet espace, même si chaque jour de silence entre eux le rongeait de l'intérieur. Mais l'univers avait d'autres plans. Un matin, Marine se réveilla avec de légères contractions. Ce n'étaient que des contractions de Braxton Hicks, les contractions d'entraînement que le corps faisait pour se préparer à l'accouchement. Elle en avait déjà fait l'expérience, alors elle ne s'inquiéta pas trop. Elle prit un bain chaud, mangea quelque chose de léger et décida d'aller travailler. Au bureau, les contractions continuèrent, mais elles étaient encore espacées et tolérables. Marine se concentra sur la finition d'un rapport important sur le projet du 16e arrondissement de Paris. Elle voulait tout organiser avant de prendre son congé maternité qui devait commencer la semaine suivante. Mais vers 3 heures de l'après-midi, alors qu'elle était en réunion avec Caroline et d'autres membres de l'équipe, Marine sentit une douleur aiguë traverser son abdomen. Elle serra le bras de la chaise, essayant de ne rien montrer. Mais Caroline le remarqua immédiatement. « Marine, vous allez bien ?» Marine tenta de sourire, mais une autre contraction survint, plus forte cette fois. Elle regarda l'horloge. 15 minutes seulement s'étaient écoulées depuis la dernière. Son cœur commença à s'accélérer. Ce n'était plus de l'entraînement, c'était réel. « Je crois que je suis en travail. » Le chaos s'installa dans la pièce. Caroline appela immédiatement la réception pour demander une ambulance. Les autres collègues s'agglutinèrent autour de Marine, offrant de l'eau, essayant de la faire respirer, tous parlant en même temps. Et au milieu de toute cette confusion, quelqu'un eut la présence d'esprit d'appeler Aurélien. Il était en réunion avec des investisseurs lorsque son téléphone sonna. Il ignora le premier appel. Mais quand il sonna une deuxième fois, quelque chose le poussa à répondre. « Monsieur Duval-Rocher, c'est Caroline. Marine a commencé le travail. Nous attendons l'ambulance. » Aurélien sentit l'air lui être aspiré des poumons. Il se leva brusquement, interrompant l'investisseur au milieu d'une phrase. « Excusez-moi, mais je dois y aller. Urgence. » Il quitta la salle de réunion pratiquement en courant, laissant les investisseurs perplexes. Il prit l'ascenseur directement jusqu'au 39e étage et lorsqu'il arriva, il trouva Marine assise sur une chaise entourée de personnes, le visage pâle et en sueur. Tous s'écartèrent quand Aurélien s'approcha. Il s'agenouilla devant Marine, prenant ses mains. « Tout va bien. Je suis là. Nous allons vous emmener à l'hôpital. » Marine le regarda, les yeux verts remplis de peur et de douleur. « C'est trop tôt. Il reste encore plus d'une semaine. » Aurélien serra doucement ses mains. « Les bébés naissent quand ils veulent naître. Nous allons prendre soin de vous. » L'ambulance arriva quelques minutes plus tard. Aurélien insista pour l'accompagner, montant dans l'ambulance et lui tenant la main pendant tout le trajet. Marine était trop effrayée pour protester. Les contractions devenaient plus fréquentes et plus intenses. Elle voulait juste que cela passe. Elle voulait savoir que le bébé irait bien.
À l'hôpital, Marine fut immédiatement conduite en salle d'accouchement. Les médecins évaluèrent sa situation et confirmèrent qu'elle était bien en travail actif. Le bébé était en route. Tout semblait progresser normalement, mais par précaution, il maintiendrait une surveillance constante. Aurélien resta aux côtés de Marine pendant tout le processus. Il lui tint la main quand les contractions survenaient, essuya son visage en sueur, lui murmura des mots d'encouragement. Et quand finalement, après des heures de douleur et d'effort, le cri aigu d'un bébé résonna dans la pièce, Aurélien sentit quelque chose en lui se briser et se reconstruire en même temps. C'était un garçon, petit mais en bonne santé, cheveux foncés, peau rosée, yeux encore fermés. Parfait. L'infirmière plaça le bébé dans les bras de Marine et elle le serra avec précaution, les larmes coulant librement. Elle regarda ce petit visage minuscule et sentit un amour si immense qu'elle pensa que son cœur allait exploser. Aurélien resta là, immobile, observant Marine tenir ce bébé, son bébé, leur fils. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, Aurélien Duval-Rocher pleura. Il pleura les opportunités manquées, le temps où il n'avait pas été présent, les mauvais choix qu'il avait faits, et il pleura aussi de gratitude. Gratitude pour ce moment, pour cette seconde chance. Marine leva les yeux et rencontra le regard d'Aurélien. Il y avait tant de choses non dites entre eux, tant de douleur, tant de confusion, tant de peur. Mais à ce moment-là, avec ce bébé entre eux, rien de tout cela n'importait. « Voulez-vous le tenir ?» La voix de Marine était douce. Aurélien acquiesça, incapable de parler. Elle plaça le bébé délicatement dans ses bras, et quand Aurélien regarda ce petit visage, ses petits yeux qui commençaient à s'ouvrir, il sut que sa vie ne serait plus jamais la même. « Salut, petit, je suis ton père. » Les mots sortirent tremblants, chargés d'émotion. Le bébé bougea dans ses bras, et Aurélien eut l'impression de tenir l'univers entier. Marine observait cette scène et sentait son cœur se briser. Parce qu'elle savait que c'était réel, l'amour d'Aurélien pour ce bébé était sincère, mais elle savait aussi que la réalité allait bientôt frapper à la porte. Et quand elle frapperait, elle devrait être prête à protéger son fils, même si cela signifiait l'éloigner de son propre père. Les premiers jours après la naissance de Michel furent un mélange d'épuisement, de découverte et de tensions mal résolues. Marine avait choisi le nom seul, alors qu'elle était encore à la maternité, et lorsqu'elle en informa Aurélien, il acquiesça simplement. Michel Laroche, sans le nom de famille Duval-Rocher. Cela fit plus mal qu'Aurélien ne l'avait imaginé, mais il ne dit rien. Ce n'était pas le moment pour cette discussion. Aurélien avait insisté pour transférer Marine et le bébé dans le penthouse du sud de Paris dès leur sortie de l'hôpital. Cette fois, Marine n'eut pas la force de refuser. Elle était épuisée, fragilisée et effrayée. Michel était plus petit que prévu, pesant seulement 2 kg 800 grammes et nécessitait des soins intensifs les premiers mois. Les médecins avaient insisté sur l'importance de maintenir un environnement propre, contrôlé et sûr. Et Marine savait que son appartement de la banlieue et de Paris, aussi rénové fût-il, n'offrait pas les conditions idéales. Le penthouse était tout ce que l'avocat avait promis et bien plus encore. 3. Grande suite. Un salon avec double hauteur sous plafond, une cuisine gastronomique équipée, un balcon avec vue panoramique sur la ville, tout décoré avec goût, dans des tons neutres et chaleureux. La chambre du bébé était déjà aménagée, avec un berceau de dernière génération, un fauteuil d'allaitement, un moniteur respiratoire, un humidificateur d'air. Aurélien avait également embauché une infirmière pédiatrique qui serait de garde la nuit pour aider Marine. Marine savait qu'elle devrait se sentir reconnaissante, et une partie d'elle l'était. Mais une autre partie, la partie orgueilleuse qui l'avait soutenue toute sa vie, sentait qu'elle était achetée. Comme si elle perdait son identité en échange de confort. Aurélien rendait visite tous les jours. Il arrivait en fin d'après-midi, après le travail, toujours les mains pleines. Couches, vêtements, jouets éducatifs pour quand Michel grandirait. Livres sur le développement de l'enfant. Il passait des heures à observer son fils dormir, à toucher ses minuscules mains, à murmurer des promesses que Marine ne pouvait pas entendre complètement. C'était étrange de voir Aurélien ainsi. L'homme froid et calculateur qu'elle avait connu dans l'entreprise semblait avoir été remplacé par quelqu'un de plus vulnérable,
de plus humain. Mais Marine ne pouvait pas faire entièrement confiance à cette transformation. Elle avait déjà appris que les gens ne changeaient pas du jour au lendemain, et les hommes comme Aurélien, des hommes habitués à tout contrôler, finissaient par revenir à leurs vieilles habitudes. Une nuit, alors que Michel avait 3 semaines, il se réveilla en pleurant inconsolablement. Marine tenta tout. Allaitement, changement de couche, câlin, berceuse. Rien ne fonctionnait. Les pleurs devenaient de plus en plus stridents et Marine commença à paniquer. C'était une mère pour la première fois et chaque pleur de son fils la faisait se sentir incompétente et désespérée. C'est alors qu'Aurélien arriva. Il était presque 9 heures du soir et Marine ne s'attendait pas à le voir. Mais il était là, entrant par la porte avec sa clé, son costume sans la veste, sa cravate desserrée. Il entendit les pleurs et se dirigea directement vers la chambre. « Qu'est-ce qui se passe ?» Marine était au bord des larmes. « Je ne sais pas. Il n'arrête pas de pleurer. J'ai tout essayé. » Aurélien tendit les mains. « Laissez-moi essayer. » Marine hésita, mais elle était si épuisée qu'elle finit par lui confier Michel. Aurélien serra le bébé contre sa poitrine, le balançant doucement en rythme, tout en marchant dans la chambre. Il commença à fredonner une mélodie basse, presque un murmure, et à la surprise de Marine, en quelques minutes, Michel commença à se calmer. Les pleurs diminuèrent jusqu'à se transformer en sanglots espacés, et bientôt le bébé dormait tranquillement dans les bras de son père. Marine regarda, incrédule. « Comment avez-vous fait ça ?» Aurélien sourit légèrement, balançant toujours Michel doucement. « L'instinct, je suppose, ou la chance. » Il replaça le bébé dans le berceau avec une extrême précaution, ajustant les couvertures. Quand il se tourna vers Marine, il vit les larmes couler sur son visage. « Hé, qu'est-ce qui ne va pas ?» Marine sanglota. « Je suis une horrible mère. Je n'arrive même pas à calmer mon propre fils. » Aurélien s'approcha d'elle et lui tint fermement les épaules. « Vous n'êtes pas une horrible mère. Vous êtes une jeune mère fatiguée et débordée. Cela n'a rien à voir avec la compétence, cela a à voir avec l'apprentissage. Et vous apprenez tous les jours. » Marine leva les yeux vers lui, vulnérable d'une manière qu'Aurélien n'avait jamais vue auparavant. « Et si je ne suis pas assez bonne? Et si je gâche tout ?» Aurélien la tira dans ses bras et Marine ne résista pas. Elle s'enfonça dans ce confort, dans cette sensation de ne pas être seule, même si ce n'était que pour un instant. « Vous serez une mère incroyable, je le vois déjà. La façon dont vous le regardez, dont vous prenez soin de lui, dont vous vous inquiétez. Tout cela, c'est de l'amour, et l'amour est tout ce dont un enfant a besoin. » Marine se permit de rester là quelques instants de plus avant de s'éloigner. Elle essuya ses larmes et força un sourire. « Merci d'être là, d'aider. » Aurélien secoua la tête. « Je veux être là, Marine. Ce n'est pas une obligation, c'est un choix. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Marine toute la nuit. Choix. Aurélien choisissait d'être là. Mais pour combien de temps? Jusqu'à quand cette nouveauté durerait-elle? Les jours se transformèrent en semaines. Michel grandissait en bonne santé, prenant du poids, répondant aux stimuli. Marine commença à se sentir plus confiante dans ses soins maternels. Et Aurélien restait présent, tous les jours, sans faute. Mais la réalité du monde extérieur ne pouvait être ignorée pour toujours. La première fissure vint sous la forme d'Isabelle Fournier, la fille de Gustave Fournier, le plus grand investisseur du groupe Duval-Rocher. Isabelle avait 28 ans, était diplômée en administration des affaires, travaillait dans le groupe de son père et, jusqu'à quelques mois auparavant, était la fiancée officielle d'Aurélien Duval-Rocher. Les fiançailles avaient été davantage une transaction commerciale qu'une romance. 2 familles puissantes unissant leurs forces pour dominer le marché immobilier de Paris. Isabelle était belle, intelligente et ambitieuse. Elle et Aurélien avaient une relation cordiale, presque professionnelle. Dîners d'affaires, événements sociaux, apparitions publiques stratégiques. Mais l'amour, il n'y avait jamais eu d'amour. Quand Aurélien rompit, les fiançailles, 3 mois plus tôt, invoquant des différences irréconciliables, Isabelle fut furieuse. Non pas par la perte de la relation, mais par la perte de pouvoir et de prestige que cette union représentait. Elle avait prévu d'être Madame Duval-Rocher, la première dame de l'empire immobilier. Et soudain, sans avertissement, tout s'effondra. Isabelle n'était pas femme à accepter la défaite.
Elle commença à enquêter. Elle engagea des détectives privés, parla à des personnes au sein de l'entreprise, recueillit des informations. Et c'est ainsi qu'elle découvrit Marine, l'employée enceinte, l'architecte que personne ne connaissait, mais qui travaillait soudainement directement avec Aurélien. Et plus intriguant encore, la femme qui vivait dans le penthouse privé qu'Aurélien gardait pour ses rencontres les plus discrètes. Isabelle assembla les pièces du puzzle et sourit. Voilà sa vengeance. Voilà comment détruire Aurélien Duval-Rocher. Elle organisa une réunion avec son père, apportant toutes les informations qu'elle avait recueillies. Gustave Fournier écouta tout avec une expression de plus en plus sombre. Quand Isabelle eut terminé, il resta silencieux de longues minutes. « Vous êtes sûr de ces informations ?» Isabelle acquiesça. « Absolument. Aurélien a mis enceinte une employée, a caché le fait, et maintenant la soutient, elle et le bébé, en secret. Et plus encore, père. Il y a quelque chose d'encore plus intéressant. » Elle sortit un document de la mallette qu'elle portait. C'était une copie du contrat de silence qu'Aurélien avait fait signer à Marine des mois auparavant. Isabelle avait obtenu cela grâce à un contact au sein du cabinet d'avocats qui s'occupait des affaires confidentielles d'Aurélien. Il l'a payée pour qu'elle se taise sur une rencontre qu'ils ont eue. Et ensuite, des mois plus tard, il l'a embauchée dans le cadre d'une stratégie marketing de responsabilité sociale. C'est l'hypocrisie parfaite. L'homme qui se présente comme renouvelé et préoccupé par les causes sociales est en réalité un manipulateur qui utilise des personnes vulnérables à des fins personnelles. Gustave Fournier pinça les lèvres en une fine ligne. C'est grave, Isabelle. Si ces informations fuient, cela ne détruira pas seulement Aurélien. Cela affectera aussi nos investissements. Isabelle se pencha en avant, les yeux brillants de détermination. Exactement, père. C'est pourquoi nous devons nous désengager de lui avant que le scandale n'éclate. Et nous devons le faire de manière à nous protéger et à nous permettre de profiter de sa chute. Gustave réfléchit un instant avant d'acquiescer, lentement. Organisez une réunion avec Aurélien. Nous allons lui présenter nos conditions. 3 jours plus tard, Aurélien fut convoqué à une réunion urgente au siège du groupe Fournier. Il savait que ce n'était pas de bonnes nouvelles. Gustave Fournier ne le convoquait jamais à des réunions sur son propre territoire, à moins de vouloir démontrer son pouvoir. Aurélien entra dans la salle de réunion et trouva non seulement Gustave, mais aussi Isabelle et 2 avocats qu'il reconnut comme les principaux conseillers juridiques du groupe Fournier. Son estomac se serra. C'était une embuscade. « Aurélien, merci d'être venu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » La voix de Gustave était polie mais froide. Aurélien s'assit, gardant une expression neutre, même si chacun de ses instincts était en alerte maximale. Gustave alla droit au but. « Nous avons reçu des informations préoccupantes concernant vos activités personnelles récentes. Des informations qui, si elles étaient rendues publiques, pourraient compromettre non seulement votre réputation, mais aussi celle de tous les partenaires commerciaux associés à vous. » Aurélien sentit son sang se glacer. Il savait. D'une manière ou d'une autre, ils avaient découvert Marine et Michel. Isabelle sourit, satisfaite de voir le malaise sur le visage d'Aurélien. « Nous savons pour l'employé enceinte Aurélien. Nous savons pour le contrat de silence. Nous savons pour le penthouse. Nous savons tout. » Aurélien serra les poings sous la table, mais garda une voix calme. « Et que comptez-vous faire exactement avec ces informations ?» Gustave entrelaça ses doigts sur la table. « Nous allons mettre fin à notre partenariat, immédiatement, et nous allons vendre nos participations dans vos projets, mais nous le ferons discrètement, sans provoquer de panique sur le marché. En échange, vous nous verserez une indemnité de désengagement, disons 50 millions d'euros. » Aurélien sentit la colère monter. « C'est de l'extorsion. » Isabelle rit. « C'est des affaires, mon cher. Vous devriez savoir comment ça marche. » Aurélien les regarda tous, évaluant ses options. Il pouvait refuser, se battre, essayer d'exposer le chantage. Mais cela prendrait du temps, coûterait plus d'argent et au final, les informations sur Marine fuiraient probablement de toute façon. Ou il pouvait accepter, payer le prix et protéger Marine et Michel de l'exposition publique. Le choix était évident. Mais cela faisait mal comme un coup de poing à l'estomac. « J'aurai besoin de temps pour réunir cette somme. » Gustave acquiesça. « Vous avez 2 semaines. » Et Aurélien juste, pour être clair, si ces informations fuyaient par vous, Marine ou toute personne associée à vous,
Nous veillerons à ce que les conséquences soient dévastatrices, non seulement pour vous, mais pour elle aussi. C'était une menace claire. Gardez le silence ou subissez les conséquences. Aurélien ravala sa colère et acquiesça. Compris. Quand il sortit de cette réunion, Aurélien se sentit comme s'il avait été battu. 50 millions d'euros. C'était une somme qu'il possédait, mais qui compromettrait sérieusement ses futurs projets. Et pire, Marine et Michel étaient désormais la cible de personnes puissantes et vengeresses. Il devait lui dire. Il devait l'avertir du danger. Cette nuit-là, Aurélien arriva au penthouse plus tôt que d'habitude. Marine était sur le canapé, allaitant Michel, et leva les yeux surprise de le voir. Il s'est passé quelque chose? Aurélien s'assit sur le fauteuil en face d'elle, l'expression grave. Nous devons parler, de nous, de tout cela. Marine sentit son cœur s'accélérer. Elle savait que ce moment viendrait, le moment où la réalité détruirait la bulle fragile dans laquelle il vivait. Aurélien raconta tout. L'histoire d'Isabelle, les menaces, la somme absurde qu'il devrait payer. Marine écoutait en silence, le visage pâlissant à chaque révélation. Quand il eut terminé, Marine posa Michel dans le berceau portable qui se trouvait dans le salon et se tourna vers Aurélien, les yeux brillants de larmes contenues. Alors c'était ça. J'ai toujours su que ce château de cartes allait s'effondrer. Je n'imaginais juste pas que ce serait si vite. Aurélien se leva et s'approcha d'elle. Ça n'a pas besoin d'être comme ça. Nous pouvons affronter ça ensemble. Marine secoua la tête, riant sans humour. Ensemble? Aurélien, nous n'avons jamais été ensemble. Vous êtes là par culpabilité, par responsabilité, peut-être même par un sentiment paternel sincère. Mais il n'y a pas de nous. Il n'y en a jamais eu. Les mots blessèrent plus qu'Aurélien ne l'avait espéré. Car au fond, il savait que Marine avait raison. Il ne s'était jamais permis de construire réellement quelque chose avec elle. Il avait juste essayé de contrôler la situation, de gérer le problème, de s'assurer que son fils ait ce dont il avait besoin. Mais une vraie relation? Non. Il n'avait jamais offert cela. Marine, je sais que j'ai mal commencé tout ça. Je sais que je vous ai maltraité, que je vous ai utilisé, que je vous ai réduite à une transaction commerciale. Mais ces mois-ci, en vous voyant avec Michel, en vous voyant vous battre pour lui, en voyant votre force, j'ai appris quelque chose. J'ai appris que vous êtes bien plus que ce que je n'ai jamais mérité. Marine sentait les larmes couler librement maintenant. Et pourtant, vous continuez à vouloir tout contrôler. Le penthouse, l'infirmière, les cadeaux, tout. Vous ne m'avez jamais demandé ce que je voulais. Vous avez simplement décidé. Aurélien sentit la culpabilité lui serrer la poitrine. Vous avez raison. Je suis désolé. Je le suis vraiment. Marine essuya ses larmes et respira profondément, essayant de retrouver son calme. Je vais partir d'ici. Je vais retourner à mon appartement. Vous pourrez continuer à voir Michel quand vous voudrez, mais je ne peux plus vivre dans cette situation. Je ne peux pas élever mon fils dans un environnement où tout peut exploser à tout moment. Aurélien sentit la panique le gagner. Marine, non. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ici, vous êtes en sécurité, protégée. Marine secoua la tête. En sécurité? Aurélien, vous venez de me dire que des gens puissants nous menacent. Comment est-ce de la sécurité? Non. Il vaut mieux retourner à notre vie simple, anonyme. Au moins là, personne ne veut nous détruire. Aurélien savait qu'il avait perdu. Il avait perdu le contrôle de la situation, il avait perdu la confiance de Marine, et il était sur le point de perdre la présence constante du fils qu'il avait appris à aimer en si peu de temps. D'accord. Si c'est ce que vous voulez, je le respecterai. Mais s'il vous plaît, laissez-moi au moins vous garantir la sécurité. Laissez-moi installer des caméras dans votre immeuble, embaucher une sécurité discrète, n'importe quoi. Marine réfléchit un instant avant d'accepter. D'accord, mais rien d'invasif. Et vous devez me promettre que vous me laisserez vivre ma vie. Vous me laisserez prendre mes propres décisions. Aurélien acquiesça, vaincu. Je promets. Mais tous deux savaient que les promesses étaient fragiles. Surtout quand elles étaient faites par un homme qui avait passé toute sa vie à les briser. 3 jours plus tard, Marine était de retour dans son appartement de la banlieue est de Paris. C'était étrange d'être là à nouveau, même avec toutes les améliorations qu'Aurélien avait apportées.
Le penthouse avait été confortable, mais ici, c'était sa maison. Ici, elle pouvait respirer. Aurélien tint parole, il installa des caméras discrètes, engagea des agents de sécurité qui restaient au rez-de-chaussée de l'immeuble sans être ostentatoires et rendait visite à Michel régulièrement. Mais il y avait une distance entre eux maintenant, un mur invisible que Marine avait érigé pour se protéger. Pendant ce temps, le monde des affaires d'Aurélien continuait de s'effondrer. Le départ du groupe Fournier fut officiellement annoncé et, comme prévu, créa un effet domino. D'autres investisseurs commencèrent à se retirer. Des projets furent annulés. Des employés commencèrent à chercher de nouvelles opportunités. Et puis, alors qu'Aurélien pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, il découvrit quelque chose qui allait tout changer. Il révisait d'anciens documents, cherchant des moyens de stabiliser l'entreprise, lorsqu'il trouva un dossier archivé depuis des années. À l'intérieur, des lettres, des emails et des notes de son défunt père, Édouard Duval-Rocher, le fondateur original du groupe Duval-Rocher. Aurélien commença à lire et ce qu'il découvrit lui glaça le sang. Il y avait des références à une jeune architecte prometteuse que son père considérait comme une menace. Quelqu'un qui gagnait des prix, attirait l'attention, potentiellement enlevant des opportunités à la famille Duval-Rocher. Son père avait écrit sur la façon dont il gérerait cette menace, et puis Aurélien vit le nom. Marine Laroche. Son père avait saboté la carrière de Marine. Il avait utilisé ses contacts et son influence pour s'assurer qu'elle ne puisse pas s'établir sur le marché. Il avait mal parlé d'elle à d'autres entrepreneurs, semé le doute sur sa compétence, bloqué les opportunités. Marine n'était pas au chômage par hasard. Elle était au chômage parce que le père d'Aurélien l'avait détruite professionnellement. Des années auparavant, alors qu'elle était encore au début de sa carrière, Édouard Duval-Rocher l'avait marquée comme une menace et s'était assuré qu'elle ne puisse jamais s'envoler. Aurélien s'assit lourdement sur sa chaise, les documents éparpillés devant lui. La femme qu'il avait traitée comme inférieure, la femme qu'il avait payée pour disparaître, la femme qui portait son enfant, avait été victime de sa famille bien avant qu'il ne sache même son existence. La culpabilité qu'Aurélien ressentait maintenant était écrasante. Ce n'était pas seulement ce qu'il avait fait, c'était ce que sa famille représentait. Un système de pouvoir et de manipulation qui détruisait les gens sans remords. Il prit les documents et se rendit directement à l'appartement de Marine. Il était presque 10 heures du soir, mais il ne pouvait pas attendre. Il devait lui dire. Il fallait qu'elle sache la vérité. Quand Marine ouvrit la porte, Aurélien était pâle, en sueur, les yeux rouges. « Aurélien, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il entra sans attendre d'invitation, posant les documents sur la table du salon. « J'ai découvert quelque chose sur vous, sur mon père. » Marine fronça les sourcils, prenant les papiers. Elle commença à lire et son visage pâlit progressivement. Quand elle eut terminé, elle regarda Aurélien avec un mélange de choc et de douleur. « Votre père a fait ça, il a détruit ma carrière exprès. » Aurélien acquiesça, la voix défaillante. « Il vous voyait comme une compétition, comme une menace, et il a utilisé tout son pouvoir pour vous anéantir. Marine, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé pour tout ce que ma famille vous a fait. » Marine s'assit sur le canapé, les mains tremblantes. Elle comprenait enfin. Toutes ces années à lutter, à se demander pourquoi personne ne l'embauchait, pourquoi les portes se fermaient, pourquoi elle n'obtenait jamais sa chance, ce n'était pas un manque de talent. Ce n'était pas de la malchance. C'était un sabotage calculé de la part d'un homme puissant qui la considérait comme une menace. Et maintenant, elle était là, mère du petit-fils de ce même homme, liée à une famille qui l'avait détruite avant même de la connaître. Marine leva les yeux vers Aurélien et il y vit quelque chose qui le terrifia. Ce n'était pas de la colère, c'était une profonde tristesse, c'était l'acceptation que certaines choses étaient trop grandes pour être réparées. « Je pense que vous devriez partir, Aurélien. » Sa voix était basse, sans émotion. « Marine, s'il vous plaît, parlons-en. » Elle secoua la tête. « Il n'y a rien à discuter. Votre famille m'a détruite. Vous m'avez utilisée. Et maintenant, je connais toute la vérité. J'ai besoin de temps pour digérer tout cela. Seul. » Aurélien voulut argumenter, voulut implorer, mais il savait qu'il n'en avait pas le droit. Il l'avait fait. Sa famille l'avait fait. Et maintenant, Marine en payait le prix.
Il sortit de l'appartement avec le sentiment d'avoir perdu bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Il n'avait pas seulement perdu la confiance de Marine, il avait perdu la possibilité d'un avenir qu'il ne savait même pas vouloir avant de réaliser qu'il ne pourrait jamais l'avoir. Les jours qui suivirent la révélation furent les plus sombres de la vie de Marine. Elle tentait de maintenir sa routine avec Michel, s'occupant de lui avec le même amour et le même dévouement, mais à l'intérieur, elle sentait que quelque chose s'était brisé de manière irréparable. Chaque fois qu'elle regardait le visage de son fils, elle voyait les traits d'Aurélien. Et chaque fois qu'elle voyait ces traits, elle se souvenait de tout ce que cette famille lui avait fait. Aurélien respecta sa demande de distance, mais ne disparut pas complètement. Il envoyait des messages quotidiens pour demander comment allait Michel. Il déposait de l'argent sur son compte, même si Marine ne le demandait jamais. Et les rares fois où elle lui permettait de rendre visite à son fils, il arrivait discrètement, restait le temps convenu, et repartait sans tenter d'engager des conversations. Mais derrière ce calme apparent, Aurélien était en chute libre. Son entreprise saignait. Les meilleurs employés démissionnaient. Des projets étaient annulés. Et pour couronner le tout, la presse commença à flairer que quelque chose n'allait pas. Des articles spéculatifs sur les problèmes financiers du groupe Duval-Rocher commencèrent à apparaître. Ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne découvre toute l'histoire. Ce fut Marc qui confronta finalement Aurélien sur l'état des choses. Ils étaient au bureau, il était déjà minuit passé, et Aurélien révisait pour la 10e fois le même rapport financier, sans réellement en assimiler aucune information. « Vous devez arrêter ça. » Aurélien leva les yeux, fatigué. « Arrêter quoi ?»« Cette autodestruction. Aurélien, vous laissez tout s'effondrer. L'entreprise, votre vie, vos relations. Et pourquoi? Par culpabilité ?» Aurélien jeta son stylo sur la table. « Vous avez lu ces documents. Marc, vous avez vu ce que mon père a fait, ce que ma famille représente. Comment puis-je simplement continuer à vivre en sachant cela ?» Marc s'assit sur la chaise en face du bureau. « Votre père a fait des choses terribles, c'est vrai. Mais vous n'êtes pas votre père. Vous avez la chance d'être différent, de faire différemment. Mais pour cela, vous devez arrêter de vous noyer dans la culpabilité et commencer à agir. » Aurélien passa ses mains sur son visage. « Et que suggérez-vous que je fasse? Marine ne veut pas me parler, mon entreprise est en faillite, et ma réputation est détruite. » Marc se pencha en avant. « Commencez par réparer ce qui peut l'être. Si vous vous souciez vraiment de Marine, si vous voulez vraiment faire partie de la vie de votre fils, alors battez-vous pour cela. Mais battez-vous vraiment. Pas avec de l'argent, pas avec du contrôle, avec un changement sincère. » Les mots de Marc résonnèrent dans l'esprit d'Aurélien toute la nuit. Quand le soleil commença à se lever sur Paris, il prit une décision. Il allait repartir de zéro. Il allait reconstruire non seulement son entreprise, mais aussi lui-même. Il commença par faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il convoqua une réunion avec tous les employés du groupe Duval-Rocher, du stagiaire au directeur, tous. Dans la salle de conférence principale, plus de 200 personnes s'entassèrent, curieuses et appréhensives. Aurélien monta sur la petite estrade installée devant la salle. Il n'y avait pas de diapositives préparées, pas de discours répétés, juste la vérité. Je sais que beaucoup d'entre vous sont préoccupés par l'avenir de cette entreprise. Je sais qu'il y a des rumeurs, des incertitudes, de la peur. Et je suis ici pour être honnête avec vous. Oui, nous traversons des difficultés. Oui, nous avons perdu des investisseurs importants. Et oui, l'avenir est incertain. Un murmure parcourut la foule. Aurélien prit une profonde inspiration avant de continuer. Mais je suis aussi ici pour dire que j'assume la responsabilité des erreurs que j'ai commises. Erreurs de gestion, erreurs de caractère, erreurs de jugement. Pendant des années, j'ai dirigé cette entreprise d'une main de fer, privilégiant les résultats au détriment des personnes. Et cela a été une erreur. Profondément erronée. Les gens se regardaient, surpris. Ce n'était pas l'Aurélien Duval-Rocher qu'ils connaissaient. Je suis donc ici pour proposer quelque chose de différent. Nous allons reconstruire cette entreprise ensemble, non plus comme chef et subordonné, mais comme équipe. Je vous écouterai, je vous valoriserai, et je veillerai à ce que chaque personne ici soit traitée avec dignité et respect. Je ne peux pas promettre une stabilité immédiate,
mais je peux promettre un effort sincère pour faire les choses correctement. Caroline, qui était dans la foule, fut la première à poser une question. Et qu'en est-il des méthodes de gestion précédentes? Comment pouvons-nous être sûrs que ce n'est pas juste une autre stratégie temporaire? Aurélien la regarda directement. Vous ne pouvez pas en être sûr. Pas immédiatement. Mais je le prouverai par des actions. Je créerai un canal de communication direct où chacun pourra signaler des problèmes sans crainte de représailles. Je mettrai en place des évaluations de performance qui incluront également des retours sur le leadership. Et je me tiendrai publiquement responsable si j'échoue. Ce fut un moment décisif. Cela ne résolut pas tous les problèmes, mais planta une graine de possibilités. Pendant qu'Aurélien travaillait à reconstruire son entreprise et lui-même, Marine faisait face à ses propres défis. Michel avait presque 2 mois et, bien qu'il fût généralement un bébé tranquille, les nuits sans sommeil, et la responsabilité solitaire commençait à peser. Un après-midi, Caroline l'appela. Elles avaient développé une amitié sincère pendant leurs mois de travail ensemble. Et Caroline continuait de la contacter même si Marine était en congé. « Marine, j'ai entendu dire que vous envisagiez d'accepter cette proposition de Multiurban. » Multiurban était une entreprise concurrente, une multinationale géante, qui avait fait une offre tentante à Marine des semaines auparavant. Un poste de direction, un salaire généreux, d'excellents avantages. C'était l'opportunité dont elle avait toujours rêvé. « J'y pense. »« Pourquoi ?» Caroline hésita avant de répondre. « Parce que je pense que vous devriez savoir ce qu'Aurélien est en train de faire. Les changements qu'il essaie d'implémenter. Marine, je sais que vous avez toutes les raisons de le détester. Mais l'homme que je vois maintenant n'est pas le même qui vous a maltraité il y a des mois. » Marine sentit son cœur se serrer. « Les gens ne changent pas, Caroline. Pas vraiment. Peut-être pas. Mais certains essaient. Et je pense qu'Aurélien essaie sincèrement. » Après avoir raccroché, Marine resta à regarder Michel dormir dans son berceau. Elle voulait croire que les gens pouvaient changer. Elle voulait croire qu'Aurélien pourrait être le père que Michel méritait. Mais la peur était trop grande. La peur d'être blessé à nouveau. La peur d'exposer son fils à la désillusion. C'est alors que le destin décida de les tester tous les deux d'une manière inattendue. C'était un jeudi matin. Marine avait un rendez-vous médical de routine pour Michel et l'infirmière pédiatrique qu'Aurélien avait engagée, Madame Cécile, une femme d'une 60aine d'années avec des décennies d'expérience, vint l'aider. Le plan était que Madame Cécile reste avec Michel dans l'appartement pendant que Marine irait rapidement à la pharmacie acheter quelques médicaments prescrits par le médecin. Marine partit vers 10 heures du matin, promettant de revenir en moins d'1 heure. Mais en arrivant à la pharmacie, elle découvrit que le médicament spécifique était en rupture de stock et qu'elle devrait se rendre dans une autre unité de l'autre côté du quartier. 2 heures passèrent, 2 heures pendant lesquelles Marine fut absente de chez elle, confrontée au trafic, aux files d'attente et à la bureaucratie. Et quand elle revint enfin à l'appartement, elle trouva la porte entr'ouverte et un silence terrifiant. Marine entra en courant, le cœur battant à tout rompre. « Madame Cécile ? Michel ?» Personne ne répondit. Elle courut vers la chambre du bébé. Vide. Le berceau était vide. Elle revint dans le salon et c'est alors qu'elle la vit. Madame Cécile était tombée par terre, inconsciente mais respirant. Marine cria et s'agenouilla à côté de l'infirmière, essayant de la réveiller. Madame Cécile gémit, ouvrant lentement les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Michel? Madame Cécile tenta de parler, la voix faible. 2 femmes sont venues. Elles ont dit qu'elles venaient de l'hôpital, qu'elles devaient emmener le bébé pour des examens urgents. J'ai demandé une pièce d'identité, mais elles m'ont poussé. Je suis tombé et je me suis cogné la tête. Quand je me suis réveillé, elles étaient parties. Et elles avaient emmené Michel. Marine sentit le monde s'effondrer. Son bébé, son fils. Quelqu'un avait pris son fils. Elle prit son téléphone, les mains tremblantes, et appela la police. Puis, elle appela Aurélien. Il répondit au premier coup de fil. « Marine, quelque chose est arrivé à Michel ?» Sa voix sortit en sanglots désespérés. « Il a disparu, Aurélien. Quelqu'un a pris notre fils. Il a disparu. » Aurélien sentit comme s'il avait reçu une balle en pleine poitrine. « J'arrive, appelez la police, tout de suite. » Il laissa tout tomber et quitta le bureau en courant. En chemin, il appela son équipe de sécurité privée.
Il activa tous les contacts qu'il avait, offrit des récompenses, mobilisa toutes les ressources disponibles. Quand il arriva à l'appartement de Marine, la police était déjà là, posant des questions, recueillant des informations. Madame Cécile était prise en charge par des ambulanciers, et Marine était assise sur le canapé, serrée dans ses bras, tremblant de manière incontrôlable. Aurélien s'agenouilla devant elle, lui tenant les mains. « Nous allons le retrouver. Je te promets que nous allons le retrouver. » Marine le regarda avec des yeux dévastés. Et s'il lui faisait du mal? Et s'il était déjà trop tard? Aurélien la serra fort dans ses bras. « Ce ne sera pas le cas. Il va bien, je le sens. Et nous allons le ramener. » Les heures suivantes furent les plus longues et les plus angoissantes de leur vie. La police enquêtait, suivait des pistes, vérifiait les caméras de sécurité. L'équipe de sécurité d'Aurélien travaillait en parallèle, utilisant des contacts et des ressources qui dépassaient les méthodes conventionnelles. Ce fut l'un des agents de sécurité qui eut l'intuition cruciale. Il révisait les images des caméras lorsqu'il reconnut l'une des voitures qui était passée devant l'immeuble à l'heure de l'enlèvement. C'était un véhicule enregistré au nom d'une société écran, mais avec des liens avec le groupe Fournier. Aurélien sentit la colère exploser en lui. Isabelle, elle était derrière tout ça. Cette menace dans le bureau de Gustave Fournier n'avait pas été que des mots. Elle était vraiment capable de tout par vengeance. Il ne perdit pas de temps. Il appela directement Gustave Fournier. « Si quelque chose arrive à mon fils, je vous détruirai, vous et votre famille, d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. » La voix de Gustave parut sincèrement confuse. « De quoi diable parlez-vous » Aurélien expliqua la situation et il y eut un lourd silence à l'autre bout du fil. « Aurélien, je n'ai rien à voir avec ça, mais je vais découvrir si ma fille y est pour quelque chose. » 30 minutes plus tard, Gustave rappela. « Isabelle a avoué. Elle a engagé 2 personnes pour vous faire peur. Pas pour blesser l'enfant, juste pour que vous ressentiez le goût du désespoir. Le bébé est en lieu sûr. J'envoie l'adresse maintenant. » Aurélien n'attendit pas la police. Il prit Marine et roula comme un fou jusqu'à l'adresse envoyée. C'était une maison dans un quartier résidentiel du nord de Paris. Quand ils arrivèrent, ils trouvèrent Michel dormant tranquillement dans une poussette, dans une chambre propre et chauffée. Les 2 femmes qui l'avaient emmené étaient dans le salon, attendant. Elles se rendirent sans résistance lorsque la police arriva quelques minutes plus tard. Marine prit Michel dans ses bras et s'effondra. Elle serra son fils contre sa poitrine, sentant son petit cœur battre, sentant sa chaleur, sa réalité. Il allait bien. Il était vivant. Il était de retour. Aurélien les serra tous les 2 dans ses bras, et là, à ce moment-là, tous les murs qu'il avait construits tout au long de sa vie s'effondrèrent complètement. Il pleura comme il n'avait jamais pleuré. Il pleura de soulagement, de gratitude, de peur rétrospective de ce qui aurait pu arriver. Quand ils revinrent enfin à l'appartement, après avoir fait leur déposition au commissariat et s'être assuré que Michel allait parfaitement bien, il était l'aube. Marine installa le bébé dans son berceau et s'assit à côté, sans pouvoir le quitter des yeux. Aurélien resta à la porte de la chambre, observant. Et puis, d'une voix brisée, il parla. « Je ne laisserai plus jamais rien de mal vous arriver. Je le promets. Sur ma vie, je le promets. » Marine le regarda, et pour la première fois depuis des mois, elle le vit vraiment. Pas l'homme d'affaires arrogant, pas l'homme qui l'avait utilisé, mais un père terrorisé qui avait failli perdre son fils, un homme brisé qui essayait de se reconstruire. Vous ne pouvez pas promettre cela, Aurélien. Personne ne peut protéger complètement une autre personne, mais vous pouvez essayer d'être présent, vous pouvez essayer d'être meilleur, vous pouvez essayer tous les jours. Aurélien entra dans la chambre et s'agenouilla à côté d'elle. « Alors c'est ce que je vais faire. Tous les jours. Pour toujours. » Marine lui toucha le visage, essuyant les larmes qui coulaient encore. « Je ne vous donnerai aucune garantie. Je ne vous promettrai pas une fin heureuse. Mais je peux promettre d'essayer aussi, d'essayer de faire confiance, d'essayer de construire quelque chose de réel. Ce fut un début, fragile, incertain, mais réel. Les semaines qui suivirent virent des changements. Isabelle Fournier fut inculpée pour enlèvement et ferait face à de sérieuses conséquences légales. Gustave Fournier, honteux des actions de sa fille, conclut un accord privé avec Aurélien,
lui restituant l'investissement et retirant les menaces. Ce n'était pas de l'amitié, mais c'était la paix. Aurélien commença à travailler de chez lui quelques fois par semaine, passant plus de temps avec Michel. Il apprit à changer les couches, à bercer le bébé pour l'endormir, à chanter des berceuses fausses qui faisaient rire Marine. Et lentement, très lentement, tous deux commencèrent à construire quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu, mais dont ils avaient tous deux besoins, une famille. Marine décida de ne pas accepter l'offre de Multi-Urban. Au lieu de cela, elle proposa quelque chose de différent à Aurélien. Elle voulait revenir au groupe Duval-Rocher, mais pas en tant qu'employé, en tant qu'associé, avec une réelle participation aux décisions, avec une voix active, avec le pouvoir de changer la culture de l'entreprise de l'intérieur. Aurélien accepta sans hésiter, et ensemble, ils commencèrent à reconstruire le groupe Duval-Rocher. Non plus comme un empire froid et implacable, mais comme une entreprise qui valorisait les personnes autant que les profits. Ce ne fut pas facile. Il y eut des moments de tension, des discussions, des désaccords. Aurélien luttait encore contre ses instincts de contrôle. Marine luttait encore contre la peur d'être blessée à nouveau. Mais tous deux essayaient, et la plupart du temps, essayer suffisait. Par une soirée de décembre, 6 mois après l'enlèvement, Marine et Aurélien étaient dans son appartement, maintenant rénové à nouveau mais gardant l'essence simple que Marine avait insisté à préserver. Michel avait 8 mois, commençant à ramper et à explorer le monde avec une curiosité infinie. Aurélien observait son fils jouer sur le tapis du salon et se tourna vers Marine. « Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ?» C'était la première fois qu'il prononçait ces mots. Marine sourit. « Je sais. Tu me le montres tous les jours, dans les petites choses, dans le café que tu prépares avant que je ne me réveille, dans la façon dont tu joues avec Michel, dans la patience que tu as quand je suis têtu. » Aurélien rit. « Tu as toujours été têtu. Ce fut l'une des premières choses qui m'a attiré chez toi. » Marine haussa un sourcil. « Je pensais que la première chose avait été ma compétence professionnelle. » Aurélien l'attira plus près. C'était la combinaison. Compétence, entêtement et ses yeux verts qui me défiaient, même quand tu étais effrayé. Marine l'embrassa doucement. « Et je t'aime aussi. Non pas pour l'homme que tu étais, mais pour l'homme que tu choisis d'être tous les jours. » Cette nuit-là, à la maison, ils dînèrent tous les trois ensemble. Michel, maintenant âgé d'1 an et demi, babillait dans son langage incompréhensible mais animé. Aurélien essayait de comprendre, feignant des conversations sérieuses qui faisaient rire Marine. Et après le dîner, quand ils couchèrent Michel, ils restèrent là, immobiles à la porte de la chambre, observant leur fils dormir. « Tu crois que nous allons y arriver, lui offrir une meilleure enfance que la nôtre ?» La question d'Aurélien était vulnérable. Marine lui prit la main. « Je pense que nous allons faire des erreurs, souvent, mais nous allons aussi réussir. Et le plus important, nous serons présents, ensemble. Et c'est déjà bien plus que ce que beaucoup pondent. » Aurélien acquiesça, et ensemble, ils sortirent de la chambre, laissant la porte entr'ouverte. L'histoire d'Aurélien et Marine ne se termina pas par un conte de fées. Ils affronteraient encore des défis. Ils auraient encore des discussions. Ils devraient encore faire des choix difficiles. Mais la différence, c'était qu'ils affronteraient tout ensemble, non par obligation, non par culpabilité, mais par choix sincère. L'homme qui avait tenté d'effacer une nuit avec de l'argent découvrit que certaines choses ne pouvaient être achetées ou contrôlées. L'amour véritable en était une, la rédemption en était une autre. Et la famille qu'il avait trouvée dans les cendres de ses pires erreurs devint le seul héritage qui comptait vraiment. La femme qui avait porté seule le poids de 2 mondes, sans céder à la haine, devint le fondement d'une nouvelle lignée. Une lignée non marquée par le pouvoir et l'arrogance, mais par la force, la résilience et l'amour véritable. Et le bébé, né d'une erreur qui semblait irréversible, grandirait en sachant qu'il était aimé. Profondément, inconditionnellement aimé. Par 2 parents imparfaits qui choisissaient, chaque jour, d'être meilleurs l'un pour l'autre et pour lui. Parce qu'au final, il ne s'agissait pas du début mouvementé. Il s'agissait du chemin de transformation. Il s'agissait de 2 personnes brisées qui avaient appris à guérir ensemble. Il s'agissait de l'amour qui naît non de la perfection, mais de l'acceptation des imperfections. Il s'agissait de la famille que l'on ne choisit pas au début, mais que l'on construit chaque jour avec patience, pardon et détermination. Et quand, des années plus tard,
Michel demanderait comment ses parents s'étaient rencontrés, il raconterait la vérité. Ce ne serait pas une histoire parfaite, mais ce serait leur histoire, réelle, complexe et magnifiquement humaine. Parce que les meilleures histoires ne sont pas celles où tout commence bien. Ce sont celles où, malgré tout ce qui commence mal, les gens trouvent le courage de recommencer. De choisir l'amour quand il serait plus facile de choisir la colère. De choisir le pardon quand il serait plus facile de choisir le ressentiment. De choisir l'espoir quand il serait plus facile de choisir le désespoir. Et c'est exactement ce qu'Aurélien et Marine ont fait. Ils ont choisi, tous les jours. Et dans la somme de ces choix quotidiens, ils ont construit quelque chose de beau, de vrai et de durable. Un amour né des cendres et épanoui dans la lumière. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Marine et Aurélien a touché votre cœur. Si vous avez été émus par ce voyage de transformation, de rédemption et d'amour véritable, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire quel moment vous a le plus marqué. Était-ce la révélation à l'hôpital, le désespoir de l'enlèvement, ou le moment où ils ont tous deux choisi de recommencer ensemble? Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses comme celle-ci qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine et montrent que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une chance de recommencer. Nous vous attendons pour le prochain épisode avec une autre histoire qui va remuer vos émotions et vous faire réfléchir sur l'amour, le pardon et les secondes chances.